Bonjour à tous, merci d'être là pour la dernière conférence de la journée. Elle s'intitule « Peut-on révolutionner la société par la science ?» On va y discuter de beaucoup d'enjeux. Si quelque chose est sûr néanmoins, c'est que les sciences ne peuvent pas être et ne doivent pas être laissées de côté dans les prises de décision publiques. C'est ce qu'on va essayer de couvrir ce soir. Le rôle également que les sciences peuvent avoir comme interface entre la société civile, les citoyens, le monde politique, et comment la science peut réussir à travers les institutions qui existent déjà ou qui restent à imaginer, réussir à faire infuser dans l'espace de la décision publique les sujets qui fâchent, comme on vient d'en discuter avec Anne. Pour introduire un peu tout le monde, ce serait peut-être pas mal qu'on commence à chacun à son tour à rappeler un petit peu les parcours, parce que vous avez tous des parcours très différents. Et dans la somme de tous ceux qui sont possibles, c'est assez intéressant de tous vous avoir justement autour de la table. C'est un panel très intéressant qu'on a ce soir. Du coup, peut-être Lucille, va être là pour parler un petit peu de la fabrique écologique et puis globalement du parcours politique. D'accord. Écoutez, je suis ravie d'être là. Je représente effectivement un cercle de réflexion qui s'appelle La Fabrique écologique, qui a été créé il y a une dizaine d'années et qui a la particularité d'abord d'associer les différents mondes de l'écologie. L'idée, c'est de créer une sorte de culture générale autour de l'écologie en faisant travailler ensemble des jeunes, des moins jeunes, et pas encore des très vieux, mais pourquoi pas. On continuera à y être présent en avançant en âge. Des personnes du monde de l'entreprise et des acteurs publics, des personnes qui croient en l'écologie au sein de l'entreprise, d'autres qui sont décroissants. Donc il y a une sorte au fond de débat permanent et de controverse permanente à la fabrique écologique. Et puis il y a l'idée qu'il faut toujours faire des propositions, parce que la controverse ne doit pas être l'occasion de défendre des postures. C'est un des points importants. Et sinon, moi, mon parcours, très rapidement, je n'ai pas envie de parler de mes diplômes, mais ce qui est important, c'est que dans ma vie, j'ai surtout essayé, j'ai à la fois été une élue locale. J'aime les idées, j'aime écrire, et donc l'idée d'associer ce qu'on pourrait qualifier de savoir vernaculaire, ce qu'on apprend au fond en étant dans une vie quotidienne assez ordinaire, mais plutôt en conquête par rapport à ces idées, et ce qu'on apprend ailleurs, dans ce milieu élitiste, puisque je viens du ministère de l'économie. L'idée de faire se rencontrer, ça me semble être essentiel aujourd'hui, et c'est un des enjeux pour associer démocratie et écologie. On voit bien que ça ne marche pas quand ça tombe d'en haut, et je pense que c'est ce que j'essaie de faire dans mon parcours. Merci beaucoup. L'occasion peut-être de rappeler, effectivement, peut-être un par un, qui sont ces personnes que vous avez en face de vous. Valérie Masson-Delmotte, Lucille, vous venez de vous présenter. Valérie Masson-Delmotte, vous êtes directrice de recherche au CEA. Vous êtes l'ancienne présidente du groupe 1, coprésidente, je crois, du groupe 1 du GIEC, 2015 à 2023. Peut-être c'est l'occasion de parler un petit peu de votre parcours au GIEC et de celui que vous avez en ce moment au Conseil pour le climat. Oui, donc moi en fait je suis scientifique de formation, physique du climat. Mon propre travail c'est notamment de caractériser et comprendre les variations climatiques passées. Et le thème en fait, la science peut-elle révolutionner la société? Rien qu'à mon propre domaine scientifique, oui. Les premières connaissances sur l'histoire géologique du climat de la Terre, ça a été une révolution par rapport à une vision religieuse d'un monde créé et figé à l'identique. La rupture que marque l'influence humaine sur le climat, notamment la hausse de la concentration en gaz à effet de serre, le réchauffement par rapport aux données paléoclimatiques, c'est une rupture parce que ça nous interroge sur l'impact qu'on a à l'échelle planétaire. Donc rien que ces connaissances-là, qui sont issues de la recherche fondamentale, ça questionne en fait et ça fait voir autrement notre place, notre manière d'habiter la Terre quelque part. Et donc à côté de ça, j'ai une activité d'évaluation de l'état des connaissances, notamment en supervisant un ensemble de rapports du GIEC pour le 6e cycle d'évaluation. Donc là, c'est plus l'interface science-société, la co-construction de ce qu'on peut considérer à un moment donné comme un socle scientifique reconnu par tous, et ensuite qui est utilisé ou ignoré, notamment dans le cadre des négociations internationales sur le climat. Et puis le dernier volet, c'est dans le cadre du Haut Conseil pour le climat, c'est évaluer les objectifs que la France se fixe en matière d'action pour le climat
et fournir également sur la base d'évidence, en fait, d'éléments probants, une évaluation du fait de tenir les objectifs, de l'efficacité des politiques publiques. Et là, c'est plus des enjeux de gouvernance, d'implémentation, qui me font découvrir l'autre côté, finalement, des enjeux liés au changement climatique à l'angle des politiques publiques. Merci, on va revenir sur tout ça après. Frédéric Wurtz, bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et co-directeur de l'Observatoire de la transition énergétique. Il y a des expériences assez incroyables qui y sont faites, enfin en tout cas très intéressantes, du point de vue de l'engagement, de comportement de sobriété et de la persistance de ceux-ci, parfois. Donc effectivement, pour faire rapidement mon parcours, moi à la base je suis ingénieur, je travaillais effectivement en génie électrique. Et j'ai très vite été amené à comprendre ce que sont des systèmes complexes, donc notamment le système de consommation, de production-consommation électrique est un système complexe où on a des dimensions techniques, mais aussi des dimensions sociales. Voilà. Donc j'ai piloté des programmes interdisciplinaires pour faire ça. Et le dernier programme que je pilote, c'est cet observatoire de la transition énergétique. Alors, ça paraît peut-être regarder les choses par le petit trou de la lorgnette, mais le système électrique... pour moi, c'est un mini-modèle de ce qui se passe à l'échelle des transitions globales. Bon, Valérie, qui est porteuse effectivement des enjeux climatiques. Le climat, c'est un système métacritique. On dépend tous du climat. L'électricité, c'est pareil. On dépend tous d'électricité. Imaginez que vous perdiez l'électricité. Et donc là, dans le cadre de cet observatoire de la transition énergétique, on étudie effectivement avec une approche participative, de sciences participatives. Je pense que j'aurai l'occasion de redévelopper ça. On essaye de développer, de comprendre les dynamiques qui ont pu se produire, et en particulier les dynamiques de sobriété, de consommation, de flexibilité de consommation, avec une expérience à l'échelle 1 qui s'est produite en 22-23. Vous vous rappelez les difficultés d'approvisionnement qu'on a eues et des mouvements très rapides de sobriété qui ont été consolidés. Et donc ces choses-là doivent être étudiées avec un regard technique, mais aussi un regard de sciences sociales, et aussi avec une nouvelle approche de la science. Le thème de l'atelier, c'est peut-on révolutionner la société avec la science? Oui, mais sans doute aussi avec de nouvelles postures scientifiques où sont très importantes les notions de confiance, de neutralité, de tiers de confiance et une dimension peut-être de science participative où voilà, la science se pratique en dehors des laboratoires avec les acteurs que nous sommes tous, parce que là, il y a des ressources, des leviers, en particulier autour des questions de sobriété et de flexibilité, que l'on cherche à caractériser avec ce qu'on mène dans cet observatoire. Voilà. Merci. Et Anne Bringot, vous êtes directrice des programmes à Réseau Action Climat, qui est un réseau d'associations qui mène un beau travail de vulgarisation et de plaidoyer. Peut-être présenter un peu ces actions-là. Tout à fait, peut-être déjà à titre personnel. Donc moi, après une école de commerce, donc pas une formation scientifique, même si j'avais un bac C à l'époque, c'était il y a très longtemps. J'ai été consultante dans un cabinet anglo-saxon pendant 11 ans. Et puis au bout de ces 11 ans, j'ai 3 enfants et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je vais leur expliquer? Et du coup, j'ai voulu changer. J'ai d'abord adhéré aux Amis de la Terre, qui est une association que j'ai rencontrée au Forum social européen en 2003. Et puis, je suis rentrée comme directrice des Amis de la Terre France en 2005, où je suis restée 6 ans. Donc j'ai découvert les enjeux environnementaux très larges, notamment avec le Grenelle de l'environnement, et puis les enjeux aussi internationaux avec le réseau international des Amis de la Terre, qui est vraiment passionnant. Et depuis 2012, je travaille donc au réseau Action Climat, qui est un réseau de 27 ONG. Donc il y a les associations de protection de l'environnement, la plupart. Il y a des associations de solidarité internationale, des associations de lutte contre la précarité comme le Secours catholique. Et on est un lieu de dialogue de toutes ces structures pour construire des positionnements communs, évidemment en s'appuyant aussi sur la science qu'on vulgarise. Et puis notre métier, c'est essentiellement de faire du plaidoyer sur les politiques publiques, donc d'obtenir des politiques publiques en faveur du climat, à la fois au niveau national, territorial, mais aussi au niveau européen et international, puisqu'on a aussi un réseau européen et un réseau mondial. Très bien. Pour expliquer un peu comment le débat, la discussion va se passer, l'idée, parce qu'on a un beau panel encore une fois, c'est de créer des débats entre vous tous. Donc il y a des questions croisées qui vont permettre de créer ces discussions. Mais d'abord, il y a peut-être une question chacun, peut-être qui peut être intéressante, un peu particulière à vous, votre parcours. Lucile, on a commencé par vous.
révolutionner la société par la science, c'est aussi prendre la possibilité, l'opportunité que c'est de repenser les institutions, de sorte à les légitimer, les relégitimer peut-être. On ne part pas de rien. Il y a beaucoup d'expérimentations qui sont faites au sein de l'État aujourd'hui, le Haut Conseil pour le climat, le SGPE, les COP de région, les conventions citoyennes et d'autres choses encore. Et pourtant, il y a encore une réticence, une peur à l'intérieur de l'État à changer des institutions mêmes. Votre regard là-dessus? Oui, peut-être qu'on peut revenir d'abord sur ce qu'on appelle science, c'est-à-dire que on voit bien qu'autour de la table, ce qui est intéressant, Anne nous dit par exemple qu'elle a eu un bac C, donc elle avait une capacité, elle a fait passer ce qu'on appelait un bac scientifique, ce qui voulait dire qu'on passait un bac où il y avait plus de maths, plus de physique que quand on passait un bac littéraire. Quand on parle de sciences, moi je tiens à dire que dès qu'il s'agit d'écologie, on doit y associer ce qu'on appelle les sciences humaines, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enjeux liés au droit, à l'économie, à la philosophie, à la sociologie font partie, me semble-t-il, de ce qu'il faut inclure dans le corpus scientifique, et qu'il n'y a pas seulement la question de ce qu'on pourrait appeler les sciences de la Terre. Ça, c'est un point essentiel. Après, ceci étant dit, l'enjeu par rapport aux institutions, c'est que quand on appartient aux institutions, moi c'est vrai que j'ai une formation de haut fonctionnaire pas scientifique, si je puis dire, on va me définir en excluant, et puis j'ai fait aussi de la politique, donc je connais les institutions à la fois du côté administratif et du côté de ce qu'on pourrait appeler les élus. Et donc ce qui est frappant, c'est que dans les deux cas, et pour des raisons différentes, la place donnée à ce qui relève, comme vous l'avez dit Frédéric, d'une culture scientifique qui est une culture du doute, qui est une culture de la recherche d'une nouvelle question après une première question, qui est une culture du tâtonnement, qui est une culture où la complexité signifie l'excellence. Tout ça, ça ne fait absolument pas partie ni de la culture administrative, ni de la culture des élus, pour des raisons différentes. Du côté de la culture administrative, ce qui est important, c'est de pouvoir présenter au ministre, au cabinet du ministre, quelque chose de clair, avec un état des lieux, et puis des propositions qui soient relativement opérationnelles, et ensuite la décision sera prise. Du côté des élus, ce qui est important pour être réélu, parce que c'est quand même comme ça que se passe la vie politique, c'est dans l'obsession de la réélection, du côté des élus, le sujet, c'est de pouvoir convaincre les citoyens, ceux qui vont voter, et si possible, ceux qui vont voter et pas les abstentionnistes, qu'on a des pouvoirs qu'on n'a pas forcément. Et donc, les enjeux de complexité sont aussi destinés à être évacués, si je puis dire, du dialogue avec ceux qui vont vous élire. Donc, on voit bien qu'au fond, l'enjeu, c'est une espèce de choc culturel, c'est-à-dire que faire changer la société par les sciences, si on part du côté des institutions, ça veut dire faire changer les institutions, à la fois l'administration, les élus, et aussi le dialogue d'ailleurs entre l'administration et ceux qui sont élus. À partir de là, ce que disait Valérie Masson-Delmotte sur le Haut Conseil sur le climat est très intéressant, parce qu'on peut aussi considérer que depuis quelques années, depuis notamment, je ne suis pas là pour rendre hommage à Emmanuel Macron, mais enfin disons que le tâtonnement sur l'écologie a coïncidé avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, peut-être parce qu'on avait eu l'accord de Paris sur le climat aussi en 2015, mais en tout cas avec la révolte des Gilets jaunes, la création du Haut Conseil pour le climat, le grand débat, la Convention citoyenne, tout ça, ce sont des expérimentations qui ont d'une certaine façon introduit des biais par rapport à un fonctionnement institutionnel qui était extrêmement fermé par rapport à la complexité aux questions. Donc, on observe aussi que, je ne sais pas si le Haut Conseil pour le climat a beaucoup d'influence, mais en tout cas, on peut dire que la Convention citoyenne pour le climat n'a pas eu l'influence ou le débouché qui était prévu, parce que, d'une certaine manière, ces expérimentations qui sont menées n'arrivent pas à faire véritablement évoluer le rapport de force ou la manière de considérer les choses, l'écologie, au sein des institutions. Et donc, je ne veux pas être trop longue, mais par rapport à la situation actuelle, ce qu'on voit, c'est qu'au fond, l'écologie reste une nouvelle venue au sein du fonctionnement institutionnel, et que quand il y a un risque, comme pour les élections européennes, de se dire, tiens, peut-être qu'on ne va pas avoir un bon résultat parce qu'on ne va pas prendre en considération ce qu'on appelle les colères sociales, mais sans réfléchir à ce qu'elles contiennent, on voit que la régression écologique est puissante et rapide. Et donc, voilà, il y a des améliorations, mais elles sont fragiles, et le sentiment des politiques, lorsqu'ils sont menacés que l'écologie n'est pas quelque chose d'électoralement payant, amène à des régressions qui montrent que ce n'est pas encore institué structurellement dans les institutions, et que ça veut dire que ceux qui peuvent l'instituer structurellement dans les institutions peuvent être les fonctionnaires, d'une certaine manière, s'ils atteignent la masse critique, s'ils sont convaincus, s'ils évoluent culturellement, les scientifiques, les chercheurs, s'ils prennent plus de place dans ces institutions. Et Barack Obama nous a expliqué hier que son ministre de l'Environnement était un chercheur.
c'est pas le cas en France. J'ai rarement vu un chercheur ministre. À partir de là, ça montre bien qu'il faut changer aussi la sociologie de ceux qui sont dans les institutions. Ouais, il y a beaucoup de transitions possibles, mais Valérie, ça nous amène très rapidement à notre sujet. Les scientifiques sont récemment passés, depuis 20 ans peut-être, du statut de lanceur d'alerte à celui d'aiguilleur des politiques publiques. On va rester dans ce champ de la politique publique pendant encore un petit bout de temps, avant de passer aux citoyens et autre chose. Mais justement, comment faire en sorte précisément que les politiques publiques soient, comme vous le dites, evidence-based, qu'elles soient basées sur des preuves et que toute politique environnementale, écologique, ne soit pas reléguée au second plan des priorités par rapport à d'autres enjeux? Ouais, en fait, la question, elle est vaste. Donc, effectivement, l'alerte scientifique, elle est là depuis les années 90. Elle a fait que s'affiner, en fait. La trajectoire qu'on observe au niveau de l'évolution du climat, de l'aggravation des impacts, elle avait été correctement anticipée avec les outils de l'époque. Et donc, ça évolue avec la capacité à donner sens à l'expérience vécue, aux changements observés. Donc, les impacts, les pertes et dommages, les aléas dus à l'influence humaine sur le changement climatique. C'est important aussi de sortir de l'immédiat et d'avoir cette capacité à donner sens à ce qui est vécu. Je pense qu'il y a aussi un côté profondément émancipateur dans la capacité à explorer les évolutions futures, conditionnelles. Si on émet tant de gaz à effet de serre, telle conséquence, si on se prépare, voilà notre capacité à limiter les risques, mais il y a des limites aux capacités d'adaptation et tout le reste. Je pense que ce côté-là, ça nous interroge profondément sur la manière dont la société utilise cette masse de connaissances. Donc ça nous interroge, nous, dans nos pratiques en sciences du climat, tout l'exercice de coproduction de connaissances. Quelle est l'information qui, pour vous, est utile, ne serait-ce que sur les risques physiques? Qu'est-ce qui est important dans votre secteur d'activité, là où vous vivez? Comment on peut s'appuyer sur vous, vos connaissances locales de terrain, pour construire une information qui vous permettra d'agir, non pas après coup, en réaction à un événement à fort impact, mais par anticipation, pour être plus résilient. Donc ça, c'est une évolution assez profonde de recherche-action. Il y a aussi en fait tout le travail scientifique, notamment dans les rapports du GIEC, pour évaluer tous les leviers d'action, pour s'adapter à un climat qui change, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs d'activité, et de manière neutre, c'est-à-dire simplement en disant, voilà, il y a des dimensions de faisabilité qui sont à lever, institutionnelles, on en a parlé, socio-culturelles, technologiques, économiques, il y aura des contraintes géophysiques qui vont limiter certains leviers d'action, c'est important de les anticiper, et puis sortir d'une sorte de pensée en silo, et donc s'interroger sur voilà, comment intégrer adaptation, réduction des émissions de gaz à effet de serre, comment chaque levier d'action il va interagir avec les autres dimensions de soutenabilité, notamment l'extrême pauvreté, la faim, mais aussi la biodiversité, les ressources, etc. Et donc, comment donner en tout cas une grille de réflexion nuancée, parce que les feuilles de route, elles sont complexes à construire, et donc il n'y a pas la réponse univoque, mais il y a une manière de réfléchir, de s'interroger, qui souligne par exemple sur la décarbonation. Moi je caricature ça en disant il y a 3 grands leviers d'action. Il y en a un qui est de l'innovation technologique, on le voit bien ici. Il y en a un qui est la maîtrise de la demande, efficacité et sobriété. Et puis il y en a un troisième qui est bien comprendre la manière dont on dépend des services, des fonctions des écosystèmes, les préserver pour pouvoir s'appuyer sur leurs services actuels et futurs et qui vont dépendre aussi du niveau de réchauffement. Donc ce cadre-là étant placé, il y a aussi un autre rôle pour les scientifiques que moi j'ai vu en Australie, au Canada, aux États-Unis ou au Brésil, pour donner quelques exemples, qui est aussi un rôle de chien de garde. C'est-à-dire parfois on voit des retours en arrière graves sur des politiques publiques. Très souvent en fait on a envie de jeter à la poubelle le suivi en fait. Donc comment en fait le rendre accessible, comment en faire aussi une force citoyenne de partager cette capacité à suivre l'état de l'action ou de l'inaction, l'état de l'environnement. Et ce rôle de chien de garde, il me semble vraiment important et intéressant, parce que finalement, quelque part entre la gouvernance, les institutions, la communauté scientifique et les citoyens, il y a cet enjeu en fait d'en faire quelque chose qui est une appropriation citoyenne qu'on met sur la place publique et qui ne reste pas dans notre petit monde de scientifiques obnubilés par ces sujets-là. Voilà, donc ça, c'était quelques-uns des points que je voulais mentionner. Il y a aussi une réflexion éthique profonde dans ma communauté. Et par exemple, le comité d'éthique du CNRS, il a rendu 2 avis très intéressants. C'est notre responsabilité, nous, comme scientifiques, de réduire notre empreinte environnementale. Il y a tout un cadre éthique de la recherche, mais ça en fait partie. Du coup, on est aussi nous-mêmes
on expérimente, on voit les obstacles, les discours d'inaction qu'on a dans notre propre communauté comme aussi ailleurs. Et donc, comment on partage ce retour d'expérience, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et puis, il y a l'éthique de l'engagement, qui est intéressant, avec même presque une formulation comme un devoir, c'est-à-dire être scientifique dans nos domaines et rester dans notre labo. On ne répond pas à tous les enjeux, de produire des connaissances, de les partager et d'accompagner en fait des transformations de société. Et je veux terminer sur un mot parce qu'on parle de science. Sur la partie vraiment science du climat, c'est-à-dire observer, comprendre les processus, capacité à produire des projections. On est en sciences en France la plus petite section universitaire. Il y a eu un appel à l'aide des directeurs de laboratoire. On est plus petit que l'astronomie et comparable à la théologie. Et pourtant, il y a beaucoup d'attentes de ce domaine-là. Il y a produire des connaissances, les partager, faire la formation des fonctionnaires, s'impliquer dans la société, dans tous les groupes d'experts climat ou conseils scientifiques. Et ça, c'est un vrai défi. Et donc, il y a aussi cet enjeu-là. Si la société a besoin de ces connaissances-là, il faut aussi qu'elle investisse et surtout qu'elle donne un cadre pour pouvoir conserver les jeunes chercheurs brillants qu'on forme. On en forme plein. On a des besoins, mais on n'arrive pas à leur trouver un cadre pérenne, et je voulais aussi le mentionner. Bah, du coup, très bonne transition pour Frédéric, puisque précisément, vous travaillez dans une cellule déjà interdisciplinaire, comme on a un peu parlé avec Lucille, ce qui est excessivement important à l'heure d'aujourd'hui, de la complexité des transformations, mais surtout en termes peut-être de financement et de liens que vous avez avec les institutions publiques. Vous travaillez avec RTE et d'autres. Alors, je vais essayer effectivement de répondre à cette question difficile en essayant de raconter ce qu'on fait de manière pragmatique dans mon observatoire, qui à bien des égards rappelle un peu ce qui a été expérimenté dans la Convention citoyenne, dont vous avez reparlé, avec un regard un peu plus critique. J'ai eu l'occasion d'entendre, je vous invite à écouter un podcast de chaleur humaine, le podcast du Monde, où il y avait Hélène Langmore, qui était beaucoup plus positive sur les résultats. Elle prétend que voilà, c'était une expérience démocratique intéressante et que finalement, ce consortium de citoyens qui avait été tiré au sort avait été capable d'aller plus loin que justement les institutions. Et finalement, dans ma pratique à moi, qui se concentre encore une fois sur ces questions de sobriété, de flexibilité dans la consommation électrique, on a pu vivre ça. Ce qu'on essaie de faire, c'est des expériences participatives. Donc c'est une autre manière de faire sortir la science du laboratoire. On va sur le terrain, on recrute des foyers. Donc là, on avait recruté 200 foyers. Sur 100 foyers, on n'envoyait aucun signal. Et sur 100 autres foyers, l'idée, c'était d'expérimenter le fait d'envoyer des signaux. Vous savez, quand le réseau électrique est tendu, l'hiver, entre 18h et 20h, il faudrait effectivement qu'on arrive à reporter notre consommation des heures où l'électricité est moins carbonée. Donc on a eu un protocole de recrutement qui ressemble un peu à la Convention citoyenne. Ce n'était pas exactement du tirage au sort, mais presque. On a eu un échantillon. On les a initiés à l'enjeu. On a aussi travaillé avec les sciences humaines et sociales. Et les sciences humaines et sociales disent, sur un problème comme ça, ne travaillez pas nécessairement sur les signaux tarifaires. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a d'autres signaux ou d'autres leviers sur lesquels on peut jouer, notamment essayer de jouer sur l'engagement. Et l'engagement, c'est quoi? C'est le fait sur le groupe testé, on les a ramenés sur un site internet et on leur a dit, quand le système électrique est tendu, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire entre ne pas mettre en route votre machine à laver, ne pas mettre en route votre véhicule électrique, ne pas mettre en route votre four, et on demandait un engagement moral. Projetez-vous dans la situation et effectivement, à quoi vous engagez, Donc on a fait des expériences pendant 2 années. On a eu 21 alertes, on suivait les alertes du réseau. Et à chaque fois qu'il y avait une alerte, on envoyait un SMS où on rappelait les engagements qu'avaient pris les personnes. Parce qu'en fait, mes collègues qui travaillent en économie expérimentale, qui essaient de comprendre la psychologie du consommateur, la psychologie des échelles individuelles aux échelles collectives, nous disent, dans un groupe d'acteurs, si vous demandez une réponse en termes de signal, vous aurez un taux de réponse plus important si vous avez demandé cet engagement, fût-il moral. Et les résultats de l'expérience ont été absolument au-delà de ce qu'on espérait. On a observé que notre panel réduisait au moment des heures critiques sa consommation de plus de 20%, ce qui est un réservoir beaucoup plus élevé que ce qui est affiché par les institutions. Et donc, j'ai l'impression qu'on retrouvait un peu le même effet que dans la Convention citoyenne, c'est-à-dire un groupe d'acteurs qui étaient sensibilisés, qui a priori nous faisaient confiance et auprès desquels on appelait à leur intelligence collective, arrive à aller beaucoup plus loin. Et par rapport aux institutions, et pour avoir discuté avec un certain nombre d'institutions de ce type de résultats, je me rends compte que
tenir ce langage sur des sujets qui prêtent vite à controverse. On est des sujets sur lesquels, effectivement, on va remonter les courbes de données Linky. Vous n'êtes pas sans ignorer toutes les controverses qu'il y a eu. Nous, on n'a pas ces controverses. C'est-à-dire, on est académique, on est reconnu par les acteurs avec lesquels on travaille comme étant hors du champ concurrentiel, hors du champ institutionnel, hors du champ réglementaire. Donc, ça crée une position de tiers de confiance. Et à partir de là, voilà, ça résonne sans doute aussi effectivement avec des crises de confiance qu'il y a par rapport aux institutions. Je crois que ce que gardent les scientifiques, c'est qu'on leur prête, pour une partie significative de la population, le fait d'être hors de ce champ. Alors, encore une fois, ce n'est pas aux scientifiques, et je pense que ce n'est pas Lucie Schmitt qui va me démentir, ce n'est pas aux scientifiques de prendre des décisions. Par contre, le scientifique peut sans doute plus facilement observer, parce qu'il est reconnu tiers de confiance, et peut sans doute plus facilement dire un certain nombre de choses, parce que quand il est dit, typiquement, l'une des choses que moi j'ai pas de problème à dire, hein, l'un des réservoirs de sobriété, de flexibilité important, c'est évidemment la consommation électrique des ménages, et en particulier des ménages aisés. Il n'y a pas de problème dans un pays comme la France, quand on consomme 90 gigawatts d'électricité en hiver, il y a une grosse partie, c'est le chauffage des maisons, pour une raison simple, c'est qu'il y a beaucoup de maisons. Mais ça, vous voyez, simplement dire ça, c'est compliqué pour un acteur institutionnel ou politique, parce que on risque de lever la controverse. Ah ben voilà, on cherche à stigmatiser les ménages. Donc là, il y a quelque chose qui se joue. Et voilà, ce que je veux noter, c'est peut-être que la science, le scientifique, a encore cette position de tiers de confiance incessible, hein, qu'on peut utiliser pour avancer sur ces questions-là. Oui, et à cet endroit-là, vous avez précisément joué le rôle d'interface entre une société civile, citoyen et justement une connaissance de ce qu'on fait. Et à bien des égards, la science est émancipatrice. Enfin, quand on comprend pourquoi on fait ce qu'on fait, ça a quand même un peu plus de... Absolument. Parfois, on a des meilleurs comportements. Donc ça m'amène à vous, Anne. Globalement, la science, au niveau politique, encore une fois, a-t-elle les moyens aujourd'hui de parler, comme on le disait justement, des sujets qui fâchent très fortement, et pourquoi précisément cette difficulté, ce hiatus à intégrer voilà, tous ces modèles de comportement à l'intérieur de la prise de décision publique? Est-ce que la responsabilité doit être uniquement portée sur la transformation individuelle? Ces questions-là globales. Alors c'est vrai que la connaissance, elle est indispensable pour agir. Enfin, là, je vais parler du changement climatique et le sujet sur lequel travaille mon association. Si on ne sait pas face à quoi on est, les causes du changement climatique, par exemple, qui sait que la première source d'émissions de gaz à effet de serre, c'est les transports, et la deuxième, c'est l'agriculture. Alors souvent, l'agriculture, on l'oublie en France, oui. C'est vrai qu'on travaille beaucoup sur les politiques nationales. En fait, dans les politiques, pas grand monde, très concrètement. Nous, on rencontre beaucoup de politiques ou de conseillers ou de gens dans l'administration. Parfois, on rencontre des politiques qui ont imprimé le rapport grand public du Haut Conseil pour le climat, et on s'est dit que déjà, c'est quelque chose de très bien, et bravo d'ailleurs pour ces travaux qui sont très, très pédagogiques. Il y a eu aussi des formations des députés, des nouveaux députés qui ont été organisées, y compris par des chercheurs du GIEC. Et ça, c'était une très bonne initiative, même si c'était sur la base du volontariat des députés, donc tous n'y sont pas allés. Mais c'est vrai qu'il y a un grand, grand déficit de connaissances parmi les politiques, qui est lié aussi finalement au déficit qu'on a tous, parce qu'on voit là aussi la science souvent par rapport à des débats médiatiques où il faut le pour et le contre, parce qu'il faut toujours un débat, et on l'a vu au début des années 2010. Il y avait les gens qui disaient le changement climatique, oui, c'est lié à des causes humaines. Et puis, il y avait quelqu'un à côté, alors il y avait beaucoup Claude Allègre à l'époque, qui disait non. Et voilà. Et même si certains scientifiques sont ultra minoritaires sur un sujet, on va les entendre autant parfois que d'autres, parce que ce système un peu médiatique veut qu'on ait le pour, le contre, pour avoir un vrai débat bien nourri en plateau, ce qui va faire de l'audimat. Donc c'est vrai que c'est aussi ça que les politiques voient, comme tout le monde, et ils ont parfois du mal, du coup, aussi à faire le tri dans ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Il y a aussi la question de la liberté de parole des scientifiques. Je ne sais pas si Valérie voudra en parler, mais on voit récemment un tweet de l'INRAE qui était sur une étude sur
la réduction de la consommation de viande qui a été retirée. Ils ont retiré ce tweet parce que la FNSEA s'était vraiment énervée contre ce tweet. Donc voilà, est-ce que des pressions doivent empêcher une expression scientifique ? On a vu aussi certains avis de l'ANSES qui ne sortaient pas, qui étaient attendus très très longtemps, parce que probablement le pouvoir politique ne souhaitait pas que ces avis sortent. Donc la liberté de parole scientifique, elle est importante. Et ce qu'on considère comme acquis, parfois ça ne l'est pas. Donc il y a vraiment des choses à préserver de ce côté-là. Ensuite, le monde politique, il agit sur du très court terme. Quand on rencontre des personnes du secrétariat général à la planification écologique, donc c'est cette nouvelle instance qui a été créée à Matignon et qui pilote la planification écologique, donc eux, ils rencontrent des acteurs dans les différents ministères et ils nous disent en fait, avec les cabinets, c'est pas facile parce que dans les cabinets, on traite l'urgence, la polémique, le nouveau sujet qui vient d'arriver, et chaque sujet est ultra urgent. Et c'est du coup difficile de prendre le recul pour regarder un petit peu ce qui va se passer dans 5-10 ans. Et par contre, quand ils discutent avec les administrations des différents ministères, je ne dis pas qu'ils sont forcément tous allants pour aller vers les transformations vers lesquelles il faut aller. Mais en tout cas, il y a une écoute, parce qu'eux, ils sont là dans la durée, et ils ont envie aussi de se projeter dans ce monde. Donc il y a des ouvertures à ce niveau-là, et c'est vrai qu'on voit au niveau des institutions des choses qui ont beaucoup changé. La Convention citoyenne pour le climat, échec effectivement dans la mise en œuvre, mais par contre extrême réussite sur l'exercice lui-même, les propositions, et c'est là où on voit que la connaissance aussi est importante. Si on donne de la connaissance à des citoyens tirés au sort, donc représentatifs de la population, ils arrivent à des propositions qui sont finalement assez ambitieuses et qui sont très très intéressantes. Ensuite, le politique a effectivement des difficultés à s'en emparer. Et on pourrait aussi parler de certains lobbies industriels qui souhaitent garder des activités économiques actuelles et ne pas forcément aller vers les activités à venir. Donc voilà, on voit des signaux faibles quand même sur des choses qui progressent. On voit dans des administrations de plus en plus de personnes sensibilisées. J'étais encore cette semaine à Bercy où de plus en plus, Bercy, pour une ONG environnementale, c'était inaccessible il y a quelques années. Maintenant, on arrive à rencontrer des ministres à Bercy, à rencontrer des cabinets, à rencontrer l'administration. La seule forteresse où on a du mal à aller, on rencontre quelques conseillers, mais c'est le ministère de l'Agriculture. Là, franchement, c'est très, très difficile. Le contexte actuel ne facilite pas les choses. Mais globalement, on voit quand même que les choses progressent. Le Conseil pour le climat, c'est une avancée considérable. C'est dommage que le Parlement ne s'empare pas des travaux du Conseil pour le climat pour faire sa propre évaluation des politiques climatiques. Il y a eu un avis de certains parlementaires pour aller dans ce sens, mais qui n'a pas vraiment été suivi des faits. On voit que le SGPE est également une avancée assez importante et heureusement qu'il est préservé. Maintenant, effectivement, il faut que le politique arrive à se projeter au-delà de la polémique du très court terme. Et Lucile parlait de rapport de force et c'est un peu le sujet aussi, puisque le politique réagit beaucoup au rapport de force. Quand il y a des tracteurs qui bloquent les routes, ça incite beaucoup plus les politiques probablement à réagir que quand on voit un changement climatique qui est en cours, qui crée déjà des impacts catastrophiques, mais c'est moins probablement prégnant pour un politique que d'autres actions, d'autres rapports de force. Et donc voilà, il va falloir qu'on réfléchisse. Effectivement, augmenter cette connaissance, continuer. Nous, en tant qu'ONG, on est intermédiaire aussi, on essaye entre la science, les citoyens, avec de la vulgarisation. On sort bientôt un petit kit de formation, justement, avec des présentations et un petit livre explicatif qui sera en libre accès sur notre site, mais aussi auprès des politiques ou d'autres acteurs ou de partenaires. On rencontre aussi beaucoup de syndicats, enfin, d'autres partenaires avec qui on peut échanger. Mais voilà, il va falloir continuer tout cela pour essayer de faire que la connaissance progresse. Ça ne suffira pas. Il faudra probablement aussi un rapport de force un peu plus fort. Ok, bon, on a ouvert énormément de portes, beaucoup, beaucoup, entre l'intégration du futur dans le présent, l'indépendance de la science, la question des transitions, comment est-ce qu'elles doivent aller par choc, plutôt de manière continue.
sur également oui, la responsabilité individuelle, le récit antisocial potentiel ressenti de l'écologie. Lucile, vous vouliez réagir? La discussion commence. Oui, moi je trouve que notre échange sur la Convention citoyenne pour le climat est très intéressante parce que je pense qu'il faut que j'explicite pourquoi je trouve que ça n'a pas été une franche réussite. Ça me semble évident, pour avoir discuté avec certains conventionnels, qu'il y a eu une sorte de découverte des enjeux écologiques et quelque chose qui s'est passé assez profondément en termes de création d'une communauté plus écologique à l'arrivée qu'elle ne l'était au départ. Et ça, quelles que soient les origines et le tirage au sort orienté de façon à représenter l'ensemble de territoire a été un succès. Après, je vais peut-être réagir de façon trop rationnelle, mais je pense que demander à des citoyens, 150 citoyens, de réfléchir à ces propositions dans un esprit de justice sociale, sans leur donner d'éléments économiques, budgétaires, de cadrage, et même sur le social, au fond, ça a été une grande réussite sur le plan de l'écologie, mais sur l'articulation avec le social, il me semble qu'il y a eu peu de choses, trop peu de choses en tout cas, et puis qu'il était aussi presque écrit d'avance que le politique allait reprendre la main en disant maintenant on arrive sur l'économie, le budgétaire, on arrive dans la réalité. Et donc tout le sujet au fond c'est de faire en sorte que les conventions citoyennes pour le climat ne soient pas des parenthèses enchantées, qu'elles transforment véritablement les institutions, et ça reste complètement ouvert. Là-dessus, il me semble que la discussion sur le bon langage à trouver pour faire... Il y a le langage scientifique, c'est très important, et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Greta Thunberg, si Youth for Climate, si aujourd'hui les mobilisations des jeunes utilisent les données scientifiques et les rapports du GIEC pour dire il faut changer les institutions, c'est quelque chose de très profond, et c'est utiliser la science dans un esprit démocratique. Mais quand on a un économiste comme Jean Pisani-Ferry, je ne sais pas si tout le monde le connaît dans la salle, mais qui a été longtemps quelqu'un qui n'acceptait pas de parler d'écologie, qui était imperméable à ces questions-là, qui dans ses derniers rapports explique qu'il faudrait consacrer à peu près 68 à 70 milliards d'euros par an en France sur ces enjeux-là, à la fois fonds publics, fonds privés, et qui porte ça à l'échelle européenne en disant on n'a pas de diagnostic à l'échelle européenne sur combien coûtera le pacte vert, on ne met pas l'argent en face des lois, du juridique. Il y a quelque chose qui se passe qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il faut qu'on associe différents types de langages. Le langage économique, qui est un langage que les politiques comprennent, ils le comprennent beaucoup mieux que le langage scientifique, c'est sûr. Mais comment est-ce qu'on fait pour que, d'une certaine façon, ils connaissent souvent mieux les questions économiques que les questions climatiques, c'est sûr. Et donc comment est-ce qu'on fait pour trouver ce langage commun qui permettra qu'il n'y ait pas seulement des parenthèses institutionnelles ou des rapports remarquables ou des procès climatiques qui condamnent l'État, ou des rapports de la Cour des comptes qui disent que l'État n'a pas le bon niveau d'ambition sur les politiques d'adaptation. Donc aujourd'hui, au sein des institutions, c'est même plus des signaux faibles, c'est d'une certaine manière des signaux extrêmement visibles que la discussion existe au sein des institutions, mais tout ça ne fait pas du tout bouger la décision politique. Et juste pour terminer là-dessus, ça éclaire aussi le malaise qui existe aujourd'hui entre les dirigeants politiques et leurs administrations. Ce que disait Anne était très intéressant. Effectivement, beaucoup de fonctionnaires sont convaincus. Ils sont des associations de fonctionnaires se créent pour défendre les enjeux écologiques. Ce n'est pas pour autant que la décision politique évolue. Et au sein de ces associations de fonctionnaires, moi j'ai eu l'occasion de débattre avec des jeunes fonctionnaires qui disaient comment est-ce qu'on fait pour élever le niveau d'ambition. Je leur ai dit, vous pouvez être lanceur d'alerte. Ils n'ont pas forcément envie d'être lanceurs d'alerte, ils ont envie de faire carrière au sein des institutions, mais ils se trouvent face à un mur qui est le mur du politique, de la difficulté à pouvoir se dire la société est capable d'entendre un discours sur les contraintes, un discours sur la science. Donc du côté des décideurs politiques, il y a une vision de la société qui est une vision réactionnaire, qui ne comprend pas que les citoyens soient d'une certaine manière prêts à accepter les choses, pourvu qu'on mette en face les données budgétaires et les données économiques qui permettent que ça se passe. Oui, donc il y a une dissension entre l'agenda politique à certains égards et ce que la science pourrait proposer. Et puis il y a l'excuse régulièrement donnée de dire que le peuple ne va pas l'accepter. Et ce qui se passe autour de l'agriculture est évidemment très significatif. Et du coup, précisément sur le Haut Conseil pour le climat, il y a des discussions budgétaires qui rendent praticables, si on veut, certaines orientations, certains scénarios qui sont donnés à l'État ? Alors, dans le cadre du Haut Conseil pour le climat, par exemple, ce qu'on fait, c'est une évaluation des orientations budgétaires, notamment, par exemple, la partie verte ou brune des budgets. Et on voit bien, par exemple, que la gestion de crise, par exemple, les subventions aux énergies fossiles, quelque part,
ça conduit à avoir une partie importante du budget qui verrouille en fait l'utilisation d'énergie fossile, et donc la difficulté à articuler finalement des politiques sociales et les politiques environnementales. On fait aussi un suivi, par exemple, des indicateurs de la stratégie nationale bas carbone. Bon, en fait, il y en a 3 sur, je sais plus, 50 qui avancent au rythme attendu ou plus vite. Pour les autres, on voit bien les difficultés. Et sur les dernières années, en tout cas sur le volet émissions de gaz à effet de serre, la difficulté, c'est d'arriver à sortir le conjoncturel des modifications structurelles de décarbonation qui ont été planifiées, choisies, mises en œuvre, avec tout le volet auquel vous contribuez certainement, d'innovation technologique et tout le reste. Pourquoi conjoncturel ? Pandémie rebond, pandémie relance. Et là, il y a eu une opportunité au moment de la relance d'aller un peu plus verdir, qui était intéressante, différente de la crise financière, par exemple 2008-2009. Mais on a eu aussi guerre en Ukraine, inflation, crise énergétique, y compris disponibilité de la production bas carbone, nucléaire, hydro ou pas, hiver doux. Et donc du coup, c'est une vraie difficulté à arriver à sortir du conjoncturel pour voir le structurel. L'autre point que je voulais souligner, pour revenir à ça, c'est que sur quoi on s'appuie ? Et on s'appuie notamment sur des capacités d'inventaire. En 1990, un des premiers trucs qui a été mis en place, issu des travaux du GIEC pour la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, c'était des inventaires d'émissions. Alors, ils ne sont pas parfaits, ils s'améliorent. Par exemple, une étude dans un des journaux Nature aujourd'hui montre que le gaz de schiste et le pétrole de schiste américain, ça fuite 3 fois plus de méthane en réalité sur la base d'observation que le reporting de l'industrie. Donc vous voyez l'importance du réseau de suivi, de surveillance pour améliorer les inventaires. On n'a pas d'inventaire de pertes et dommages. On n'a pas d'inventaire de cela, et ça, c'est une vraie difficulté. Donc on a un changement climatique qui s'intensifie, des aléas qui changent, des pertes et des dommages. Nous, on peut suivre ce que les assureurs rapportent, par exemple, mais c'est une toute petite partie. Par exemple, sur la tempête Xynthia, on estime que le montant rapporté par les assureurs, c'est 20% du coût total des pertes et dommages. Vous avez les franchises, les choses pas assurées, agriculture, artisanat, etc. Et du coup, vous voyez qu'on sous-estime finalement à l'angle économique le poids d'un climat qui change. Et ces inventaires de pertes et dommages, ils sont importants, on ne les a pas. Ils sont aussi importants pour pouvoir simuler finalement rétrospectivement et évaluer l'efficacité des mesures d'adaptation. On a aussi un manque criant de capacité en fait, de diagnostic et de suivi de l'efficacité. C'est d'ailleurs une des raisons, je pense, pour laquelle l'Agence de protection de l'environnement européenne lundi a sorti un rapport sur l'adaptation en Europe. Elle ne nous rend pas prêts au climat d'aujourd'hui et encore plus au climat de demain. Même chose pour la Cour des comptes. Et ça, c'est intéressant parce qu'en termes d'institutions, on voit rentrer dans la vision stratégique des comptes publics, finalement, une réflexion sur l'enjeu de l'adaptation plus transformatrice. Et donc, on voit que petit à petit, ça rentre au cœur, finalement, de la machine de la réflexion publique et de la bonne gestion, finalement, qu'on attend de l'État. Et ce que je voulais également mentionner, si on parlait d'alimentation, c'était très bien. Donc, le Haut Conseil Climat avait préparé depuis des années un rapport agriculture-alimentation. Bon, il se trouve qu'on l'a rendu le 24 janvier. Il est un peu passé sous les radars. On était assez inquiet de la manière dont il serait perçu dans le contexte de crise agricole. Alors, au niveau du gouvernement, personne n'a voulu s'afficher recevant ce rapport, malheureusement. Alors qu'en fait, par les acteurs de terrain, il est perçu comme utile, intéressant, et il montre l'importance d'une approche qui ne soit pas par le petit bout de la lorgnette, mais vraiment sur l'ensemble du système alimentaire. Donc dans le monde, c'est quasiment 30% des émissions de gaz à effet de serre. En France, c'est 22% de l'empreinte, c'est beaucoup avec l'effet total importation. Et puis on voit aussi qu'il est très exposé, avec des vulnérabilités importantes pour ceux qui sont en première ligne, c'est-à-dire les exploitants à trésorerie très contrainte. Et donc le fait de l'aborder de manière plus structurelle, c'est essentiel. Et que ce soit en France, on parlait tout à l'heure des différents ministères plus ou moins impliqués et des blocages, même au niveau des négociations internationales sur le climat, c'est la même chose. Quand vous regardez la décision de la COP28, il y a une vision de ce qu'est une transition énergétique à porter, avec des choses assez précises, triplement des renouvelables, doublement de l'efficacité énergétique, ça permettrait d'ici 2030 d'éliminer 10% des émissions des énergies fossiles. C'est pas encore à l'échelle, mais c'est significatif. Système alimentaire, c'est pris que à l'angle, en gros, un petit peu de l'adaptation des impacts. Il y a des mentions vagues d'agriculture régénératrice. Donc on voit qu'on peine
collectivement et à grande échelle, parce que ce n'est pas quelque chose qui peut être abordé uniquement à l'intérieur d'un pays. C'est vraiment quelque chose qui demande une réflexion commune. On voit qu'on peine à l'aborder. Et dans les présentations des rapports du Haut Conseil Climat au Parlement, parce qu'il y a des commissions qui écoutent, en fait, et il y a ce dialogue qui est construit, je me souviens d'avoir entendu un élu utiliser l'expression scientifique militant. Et ça, c'est aussi un point de vigilance. Et c'est une expression qui revient et qui est en fait un nouveau discours de déni. C'est-à-dire, on considère que parce que les scientifiques parlent du type de régime alimentaire, c'est souvent là-dessus, finalement, on ne veut pas les écouter. On met l'étiquette militant, ce qui veut dire, en fait, je ne t'écouterai pas. Tu n'es pas compatible avec mes valeurs. Et ça, c'est une vraie difficulté aussi dans la construction et la représentation de la place d'une information factuelle, bien sûr qui peut parfois déranger, mais qu'on veut écarter avec ce type de choses. Et je termine juste sur un point, on a parlé beaucoup de compétences. Donc, pour moi, il y a cet enjeu vraiment de monter en compétences collectivement, tous, par la pratique, par le retour d'expérience. C'est pas qu'une question de littératie climatique. Je pense que l'enjeu, c'est l'enjeu pour l'entraînement, c'est de se percevoir comme acteur de transformation, à différents niveaux. Entreprise, parcours professionnel, citoyen, institutionnel et le reste. Et c'est ça qui est intéressant dans les expériences que vous avez décrites, convention citoyenne ou cohorte, c'est finalement de donner les moyens à chacun de se voir comme acteur, pas passif, pas la victime de politiques publiques potentiellement injustes ou de cadres réglementaires contraignants, parce qu'on voit bien qu'il y a ces enjeux-là qui sont importants, mais débloquer la capacité à agir et se voir collectivement, chacun dans son contexte, mais aussi à l'échelle de la France, comme acteur de transformation qu'on souhaite accélérer, amplifier. Ça, c'est vraiment, je pense, un enjeu majeur de la manière dont on se voit. Donc on parlait de la science qui transforme, qui révolutionne la société, mais je pense que c'est dans la représentation et dans la capacité à agir qu'on va vraiment avoir des transformations de fond. Oui, Frédéric, je pense ouais, que... alors je crois que, effectivement, je peux vous faire un retour. J'ai eu la chance au CNRS de piloter un groupe d'experts interdisciplinaires qui devait réfléchir sur les transitions, et on a, de manière volontariste, mis autour de la table des sciences humaines et sociales, des géographes, des philosophes, donc un aéropage interdisciplinaire. On a eu un très beau colloque l'an dernier, qui est un peu à l'image de ce qu'on voit là aujourd'hui. Une première journée où on a restitué les grands programmes financés par le gouvernement, France 2030, les PEPR sur l'hydrogène. Et donc là, on a bien vu cette science pour l'innovation, dont on voit les potentielles retombées en termes industriels. Et puis la deuxième journée, c'était des tables rondes, à l'image de ce qu'on a là, de ce qu'on a vu là, où finalement on s'est rendu compte, en prenant un recul, que finalement, à côté de cette science pour l'innovation, il fallait travailler maintenant aussi sur une science pour la société, en fait. La science pour l'innovation, on voit bien ce que c'est. C'est induire des innovations qui créent de la valeur industrielle. La science pour la société, c'est la science qui vise à ce qu'on arrive à une société soutenable. Et du coup, on a un peu esquissé ce que pourrait être cette science. Elle doit se caractériser par un certain nombre de propriétés. Ça doit être de la science ouverte, de la science participative, avec des dynamiques de confiance, d'implication des acteurs, pour permettre aux acteurs, effectivement, d'identifier leur levier d'action. Parce que ce qui est très important dans ces moments-là, c'est évidemment, il faut lever les freins. Identifier les freins, mais il faut aussi, pour tous les acteurs, identifier les leviers. Et dès lors qu'un acteur perçoit qu'il a un levier, on voit que c'est très très important, très, très significatif. Quand on distribue ce type de boîtier, que les gens identifient qu'ils peuvent agir et qu'on peut leur montrer que ça a un impact global, c'est très impactant, sans effectivement se tromper de cible. Il ne s'agit pas de stigmatiser les gens qui n'ont pas de levier, les gens qui ne consomment pas d'énergie, ce n'est pas à eux qu'il faut demander de limiter leur consommation. Donc c'est sur ces sujets-là qu'on peut travailler, avec une posture associée de neutralité, d'observation, de recommandation. Encore une fois, le scientifique n'est pas là pour prendre les décisions. Les décisions sont à prendre par tous les acteurs de la société. Les acteurs, c'est le citoyen à titre individuel, à titre collectif, c'est les collectivités, c'est les entreprises, c'est l'État. Nous, en tant que scientifiques, on est là pour éclairer, et ce sont les acteurs qui agissent derrière. Ça, je pense que... et parfois, apporter les concepts au bon moment. Il est vrai que pendant la crise ukrainienne énergétique, le concept de sobriété a été apporté à la conscience un peu de tout le monde, répété beaucoup aussi par le gouvernement. On pourra discuter de la définition qu'il a eue. Sobriété est un mot qui a bien des visages selon les bouches qu'il emploie. Oui, il y a vraiment... mais effectivement, c'était quand même aussi le rôle de la science d'avoir apporté ça et d'avoir, peut-être dans la jonction conjoncturelle, structurelle dont vous parliez, Valérie,
réussi à apporter des comportements plus persistants parce que voilà, il y a une notion d'engagement un peu plus présente. Et je voulais finir là-dessus. Les sujets effectivement, auxquels on peut appliquer alors, il ne faut pas non plus tomber dans le travers d'une dichotomie ou d'une controverse stérile entre sciences pour l'innovation, sciences pour la société. En fait, il faut qu'elles interagissent, et notamment la science pour la société. Enfin, il faut qu'on arrive aussi à penser que de la même manière qu'il y a des limites planétaires qui ont bien été mises en évidence par le GIEC, nos systèmes techniques ont aussi des limites, en fait, qu'on a bien vu au moment de la crise de 22, de l'année 22, et qu'en fait, en parallèle, il faut penser les autres leviers sur lesquels on peut jouer, typiquement les leviers de sobriété, les leviers dans les modes de vie. Donc ça doit être pensé simultanément avec cette science pour l'innovation. Il ne faut pas tomber dans une opposition stérile, il faut plutôt les articuler pour trouver quels sont les leviers et les limites de part et d'autre pour globalement trouver une stratégie, en fait. C'est ça le levier, donc appliquer à la sobriété. Et il y a bien des choses à apprendre, et c'est ce qu'on étudie. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année 22 où effectivement, quand même, globalement, tous les acteurs ont réduit leur consommation énergétique, enfin du moins pour l'électricité, de 10 à 12%. On n'a pas fini de comprendre ce qui s'est passé là et qui risque de se reproduire, puisqu'effectivement, il y a l'autre débat. Est-ce que tout ça va se passer de manière tranquille ou va se passer de manière accélérée lors de crises et de chocs en 22, on a quand même pris un choc qui a accéléré un certain nombre de choses et qui sont restées durables. Donc ce sont typiquement ce genre d'objets auxquels se doit de s'intéresser, cette articulation entre sciences pour la société, sciences pour l'innovation. Oui, c'est vrai qu'il y a une conjonction importante entre la décision politique, ce que les entreprises faisaient, ce que les citoyens ont fait, chacun pour eux. Donc effectivement, voilà. Et Valérie voulait réagir. Je voulais ajouter les sciences des écosystèmes, parce qu'en fait, il s'agit aussi de préserver les conditions de vie, pas que pour nous, mais aussi pour les autres formes de vie. Ce point-là, il est important. Souvent, c'est le volet qui est le moins compris par les décideurs politiques. C'est vraiment, il y a un déficit de formation, d'acculturation sur les enjeux en fait, liés à la biodiversité. Et là, on voit qu'on y est. On y est pourquoi ? Vague de chaleur marine terrible, potentiel de pêche qui est affecté. Là, la barrière de corail qui est en train de blanchir pour la 5e fois en 8 ans en Australie, par exemple. C'est très net. Ça met le gouvernement australien devant ses propres contradictions, exploitation énergie fossile versus vecteur de fierté, de patrimoine, d'activité touristique. Ici, chez nous, on a une forte augmentation de la mortalité d'arbres, un dépérissement des forêts. On a perdu la moitié du puits de carbone forestier, son accroissement en fait en France en une décennie. Et la stratégie nationale énergie-climat, elle peine à boucler sur la biomasse. Donc là, c'est juste un petit bout de la lorgnette. C'est les écosystèmes, leur capacité à stocker du carbone, l'utilisation soutenable de la biomasse. Et donc, ce qu'on voit, c'est que à partir de cette réflexion aussi sur les enjeux pour les écosystèmes, pour une utilisation durable des ressources renouvelables, c'est d'autres contraintes et d'autres limites aussi qui s'imposent à nous. Eau, biomasse, qualité, quantité de l'eau. Et on voit bien que là, ce sont des sujets complexes où finalement on a parfois des visions très contrastées entre, par exemple, les acteurs du monde agricole et puis ces autres enjeux qu'on a mentionnés. Et avec une difficulté d'arriver ne serait-ce qu'à reconnaître et récompenser par exemple, les pratiques agricoles qui apportent des bénéfices dans ces directions-là. Si c'était rémunéré à la hauteur des services rendus, ça faciliterait les choses. Et quand on regarde les investissements sur les enjeux de transition, on voit que ça avance bien sur le côté énergétique dans pas mal de pays, mais pas encore au sud. Mais sur les enjeux de transformation, on va dire, du système alimentaire, on a un vrai déficit en fait d'investissement pour pouvoir débloquer aussi certains de ces freins. On le voit à tous les étages et justement c'est aussi pour ça que beaucoup d'autres enjeux que la transition énergétique sont traités dans ce summit ici. Anne, vous vouliez réagir, j'ai une question pour vous après, mais si vous voulez réagir d'abord à ce qui a été dit, avec plaisir. La question c'était, je voulais vous entendre sur l'idée du récit antisocial au global, enfin qui va, je pense, ouvrir un débat un peu ici. Position paradoxale dans lesquelles peut-être parfois les Verts se mettent aussi eux-mêmes, donc il y a pas mal de choses à... Alors, je ne commenterai pas ce que font les Verts. Nous, on est transpartisans, enfin, on n'est pas apartisans. Mais je voulais faire le lien, oui, entre la connaissance, qui est absolument indispensable pour avancer, y compris pour les politiques, mais effectivement pour tous les acteurs, parce que tout le monde va devoir agir, les particuliers, les entreprises, les collectivités,
l'État, etc. Mais cette connaissance, si elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Et il y a beaucoup d'autres choses. On n'a pas parlé là des émotions, mais tout à l'heure, Valérie tweetait. Je vais faire la publicité du compte Twitter de Valérie, mais sur tout un panel d'émotions qu'il faut intégrer. On peut avoir très peur face aux impacts du changement climatique, face à cette connaissance. Ça peut créer des émotions très différentes. On peut aussi avoir peur du changement, on peut être joyeux, il faut parfois être joyeux aussi si on veut embarquer avec nous. On peut être en colère. Et sur la peur du changement, je voulais une petite anecdote peut-être pour illustrer. On rencontrait il n'y a pas très longtemps un député avec une collègue, donc on essaye de parler, voilà, on parlait du climat, ça partait un peu dans tous les sens parce que il n'était pas forcément expert du sujet. Et à un moment donné, on parle du véhicule électrique. Alors, c'est toujours le sujet de grand débat. En général, quand je parle quelque part, il y a toujours une question sur le véhicule électrique. Donc, il n'est pas la solution à tout, mais qui est une partie de la solution. À un moment donné, il y aura quand même des petits véhicules électriques qui nous permettront de nous déplacer en complément de vélo, de marche, de transport collectif, etc. Eh bien, il me dit, mais non, mais véhicule électrique, là, j'ai un ami, il chasse. Il ne peut pas mettre son sanglier dans le coffre de la voiture électrique. Ça ne marchera pas. Et en fait, ça peut être ça aussi, les freins au changement. Donc, il y a des kangous électriques. Je ne commenterai pas le fait de chasser le sanglier, je n'ai pas d'avis. Mais voilà, il y a aussi des freins très, très basiques. Sur le côté social, nous, ça fait très, très longtemps au Réseau Action Climat qu'on a embarqué cette question de justice sociale. Alors, quand je dis justice sociale, ça veut rien dire. Je me rends compte que quand j'en parle avec des personnes différentes, chacun entend une chose différente derrière. Donc, je vais définir ce que nous, on entend par justice sociale. C'est le fait que, à la fois, les impacts du changement climatique, mais aussi les politiques mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique ne pénalisent pas les ménages les plus vulnérables, en France et à l'étranger. Et l'autre volet, c'est la question de l'emploi. Parce que les politiques de transition écologique vont supprimer des emplois, ont déjà supprimé des emplois, on a vu la fermeture des centrales à charbon, elles vont aussi en créer. Il y aura beaucoup plus d'emplois créés que d'emplois supprimés, n'empêche que pour la personne qui perd son emploi, eh bien, il va falloir trouver des perspectives et l'accompagner vers un nouvel emploi. Et donc, c'est ces deux volets-là que nous, on embarque, avec à chaque fois qu'on fait des propositions, on intègre toujours le volet pour les personnes les plus vulnérables. Et également cette question de l'emploi. On a quelqu'un spécialisé chez nous qui a sorti d'ailleurs un rapport hier, de mémoire, avec des retours d'expérience sur des initiatives territoriales pour justement anticiper et accompagner la reconversion professionnelle et qui essaye de faire monter ce sujet dans les ministères, parce que jusque-là, c'était un peu sur la question de l'emploi, tout le monde se renvoyait la balle entre le ministère du Travail qui regarde les enjeux de travail, mais pas de transition écologique, le ministère de la Transition écologique qui regarde la transition écologique, mais pas l'emploi, et Bercy qui regarde souvent les nouveaux emplois, mais pas tellement les emplois supprimés. Donc bref, on essaye de trouver l'endroit où on peut mettre en débat ces sujets-là, et le SGPE aussi est en train de s'emparer de ce sujet. Donc c'est un sujet ce n'est pas contradictoire, fin du mois, fin du monde. On peut tout à fait gérer les deux, c'est qu'une question de prisme et de volonté d'intégrer ces deux sujets. Oui, complètement. Lucille a une réaction à... Oui, sur ce que dit Anne sur la question sociale. Ce qui est assez passionnant, c'est aussi de regarder concrètement comment sont construites les politiques environnementales et les politiques sociales. Les politiques environnementales sont plus récentes que les politiques sociales. On est en France, je parle au niveau français. On est en France un pays dans lequel l'État a toujours joué un rôle important sur ces questions sociales. On est un pays, vous le savez, extrêmement redistributif. Et c'est pour ça qu'on supporte mieux les crises sur le plan social. Moi, j'avais été approchée pour participer à la fondation en Nouvelle-Aquitaine d'une entreprise commune sur les politiques sociales et les politiques environnementales. Et j'ai participé à 2-3 réunions où les élus qui s'occupaient de social et les élus qui s'occupaient de questions environnementales discutaient entre eux et aussi avec les fonctionnaires. Et ça n'a rien donné pour une raison assez simple. D'abord, peut-être il y avait un sujet de volonté, mais c'était plutôt parce que les dispositifs sociaux qui existent très concrètement, qui sont souvent confiés au département, étaient d'une certaine manière construits parallèlement à tout ce qui peut être politique environnementale. Et donc il y a un élément évidemment de diagnostic, de voir inégalité sociale et environnementale, comment elles s'alimentent ou pas. Là-dessus, on a pas mal progressé, on a pas mal d'études. Mais lorsqu'il s'agit ensuite de faire coïncider en termes de politique publique quelque chose qui serait une politique sociale et environnementale, ça n'existe pas.
Et pourtant, là, on était sur un territoire, on avait l'acteur principal, le département de la Gironde, qui voulait travailler avec la mairie de Bordeaux. Eh bien, ils n'y sont pas arrivés alors même qu'ils avaient des options politiques proches et que ça faisait partie de leur projet. Ça me semble un point important. Ensuite, je voulais parler quand même de ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. Très rapidement, vous savez qu'il y a un pacte vert qui a été adopté en 2019, qu'a porté la présidente de la Commission européenne et qui portait une sorte de projet, le Green Deal, qui d'ailleurs venait plutôt de la gauche au départ. Enfin, elle l'avait adapté pour coïncider avec la majorité parlementaire, la majorité politique pro-européenne. Eh bien, ce qui est en train de se passer au niveau des agriculteurs, c'est aussi quelque chose qui résonne plus profondément sur la question sociale, parce que ce pacte vert n'a pas été adossé, là je reprendrai parce que ça dit Pisani-Ferry, il n'a pas été adossé à un diagnostic social et territorial correct, et que les outils qui ont été mis en place, on a mis au doigt mouillé des dotations budgétaires totalement insuffisantes, qui traduisent aussi la limite budgétaire de l'Union européenne, mais ce pacte vert ne pourra pas survivre si on ne l'adosse pas à un volet social correct. Et là se passe une chose, c'est que les compétences de l'Union européenne en matière sociale sont très faibles et que l'interaction entre les États et l'Union européenne, pour que le pacte vert ait un volet social, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, on est sur des sujets de récit, mais on est aussi sur des sujets de compétences institutionnelles où, au fond, rendre l'écologie possible, l'adosser à du social, ça oblige les acteurs publics, les acteurs politiques à regarder leurs compétences différemment et à collaborer, alors que pour l'instant, ce qui se passe, c'est que chacun dit c'est la faute de l'Union européenne ou chacun dit c'est la faute de la France. Donc le sujet, c'est aussi de transformer la culture de l'exercice du pouvoir plus collaborative à l'ensemble des échelles. Et ça, sinon le pacte vert, il est mort. Et de la même manière, si on n'organise pas des politiques sociales et environnementales, eh ben, je dirais que nos politiques environnementales seront régulièrement mises en défaut, n'atteindront pas leurs objectifs, etc. etc. Donc on est dans une situation où, assez inextricable s'il n'y a pas, par rapport à ce que disait Valérie Masson-Delmotte, un changement à la manière dont on se considère comme acteur. On peut chacun d'entre nous se dire qu'on est acteur, mais quand on est au pouvoir, on doit se dire qu'on doit exercer sa fonction d'acteur et de responsabilité différemment. Quand on est l'État, collaborer avec, par exemple, des municipalités qui ne sont pas de sa tendance politique. Quand on est à la tête d'un département, se dire qu'on va collaborer avec un maire qui peut être votre rival politique. Donc on est aussi dans une situation de changement des valeurs qui guident la politique. Merci. On va quand même continuer un petit peu l'échange. Après, il y aura un temps d'échange avec la salle, évidemment. Mais du coup, quand même, question importante, pour plus ou moins clore, chacun est libre, évidemment, de réagir à ce qu'il veut, mais Valérie Masson-Delmotte, les scientifiques au pouvoir, on disait de transformer justement la sociologie des hommes et des femmes politiques. Ça a un sens ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui ne veulent pas du tout. Alors, je vais juste revenir sur le cran précédent, le côté récit antisocial. Il faut quand même être assez lucide. Un changement climatique qu'on ne maîtrise pas, pour lequel on ne se prépare pas, alors ça, c'est antisocial. Vous ne pouvez pas sortir quand il fait chaud dans les quartiers les plus denses, vous manquez d'eau dans les régions sud, vous avez des inondations sans la capacité à bien reconstruire après, vous augmentez les coûts d'entretien des routes et tout le reste. Et avec des inégalités territoriales, outre-mer, région méditerranéenne ou région de montagne, littoral, et puis les inégalités sociales de santé, par exemple. Vous avez une maladie chronique, le changement climatique avec la chaleur extrême, où vous êtes une femme enceinte, vous êtes un jeune enfant, vous êtes plus vulnérable que d'autres. Donc ça, c'est aussi l'autre chose à mettre sur la table de manière lucide, c'est pas agréable, mais il faut le faire. Et moi, ce qui me frappe, c'est les récits de boucs émissaires. C'est-à-dire quand il y a un événement extrême, c'est plus facile de se dire que le problème, c'est qu'on n'a pas nettoyé la rivière, que se dire qu'on a construit en zone exposée, plus l'influence humaine sur le climat augmente la quantité de pluie, et tout ça se conjugue, en fait, pour créer des risques pour lesquels on n'était pas bien armé. Du coup, c'est aussi important d'arriver à donner à voir ce qui n'est pas nécessairement visible ou pas nécessairement perçu, je pense. Et de mon point de vue personnel, une politique bien pensée pour le climat, c'est une politique de santé publique. C'est une politique en fait où chacun y voit un intérêt en termes de bien-être, confort thermique par exemple, pour les passoires, maîtrise des dépenses énergétiques pour des petites entreprises, des artisans, emploi, opportunités d'emploi qui ont du sens. Voilà, c'est quelques exemples. Mais je pense que ça, c'est des dimensions qui sont essentielles et qui demandent, comme vous le disiez, de ne plus prendre les choses en silo. Donc
on voit bien la difficulté à articuler, par exemple, les politiques de santé publique pour l'alimentation, les mobilités, de manière préventive, et pourtant c'est de ça qu'il s'agit. Donc, scientifique au pouvoir, je pense qu'aujourd'hui, on est sur des... Moi, au début, je pensais que c'était bien qu'il y ait des nouveaux qui arrivent au pouvoir, vraiment, enfin, le côté un peu renouvelé et tout ça. Et en fait, dans les échanges que j'ai eus avec des élus de longue date, je vois en fait aussi toute la compréhension de la déclinaison des politiques publiques, des acteurs du territoire, qui est aussi le fruit d'un métier, d'une implication de long terme, la capacité à construire des lois qui ont du sens juridique, bien pensées. Donc moi, je pense que c'est un métier, en fait, et chacun son métier. Comme scientifique, on a du mal à faire des compromis. On a une exigence, de véracité. Enfin, voilà, c'est pas le même métier. Moi, j'ai eu la chance d'être dans le conseil municipal de ma petite ville de l'Essonne. C'était vraiment intéressant. Et ce que ça m'a montré, c'est qu'il y a une capacité à amener des gens qui ont des valeurs, des visions des choses différentes sur un territoire par rapport à l'intérêt commun. Il y a vraiment une capacité à le faire. Après, on voit que c'est plus compliqué au niveau national. Et moi, ce qui me frappe, c'est notamment dans l'offre politique. Vous parliez des médias qui étaient clivants. Mais en fait, non, c'est pour moi l'offre politique. Si on prend le développement soutenable avec ses 3 piliers, on voit bien qu'il y a une segmentation de l'offre qui va aller plutôt sur le volet économique ou sur le volet social ou sur le volet environnemental. Et du coup, c'est ça aussi qui crée par clientélisme politique, finalement des offres dans lesquelles on ne se reconnaît pas quand on a un regard un peu scientifique sur l'importance de jouer dans toutes les dimensions. Et donc, moi, je ne vais pas répondre sur les scientifiques au pouvoir, mais ce sur quoi je veux répondre, c'est comment s'appuyer sur les connaissances scientifiques, comment construire des institutions, comment construire des relais, comment faire rentrer dans les cabinets ministériels, dans les administrations territoriales, des gens qui ont été formés par la recherche, qui peuvent être aussi des vecteurs, en fait, sur la capacité à aller chercher ces connaissances. Comment s'appuyer sur le retour d'expérience dans d'autres régions du monde, c'est aussi ce qu'on apporte, nous, par nos métiers, notre pratique qui est très internationale. Et dans les rapports du Haut Conseil Climat, je trouvais que les choses qu'on avait faites de manière intéressante, c'était rénover mieux les leçons d'Europe, des choses de ce type-là, qu'on n'arrive pas suffisamment à mobiliser. Donc tout ce qui est aussi études de cas, meilleures pratiques, pour aller plus vite, pour s'appuyer sur ce qui fonctionne, je pense que c'est quelque chose qu'on peut construire, co-construire, dans un cadre de gouvernance qui aussi évolue. Voilà, c'était les points que je voulais souligner. Et merci. Frédéric, un mot aussi pour... Ouais, je veux bien rebondir là-dessus. Ouais, les scientifiques au pouvoir, moi j'essaye dans ma gestion de me dire j'ai plusieurs casquettes. Là, c'est la casquette du scientifique, et le scientifique se doit d'être dans une posture de neutralité, d'observation. Et puis à certains moments, je tourne la casquette et effectivement, je prends le pouvoir. Alors mes prises de pouvoir sont assez limitées parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, que ce soit pour la transition écologique de manière générale et la transition énergétique en particulier, c'est qu'à certains moments, on peut prendre le pouvoir, c'est-à-dire que maintenant il y a des technologies qui se distribuent, vous pouvez prendre des panneaux solaires, vous pouvez vous lancer dans une communauté énergétique, c'est des choses dont on parle là dans la communauté, c'est ce que je fais avec mes voisins, avec une prise de risque, une prise d'incertitude, voilà. Et je pense qu'il faut être assez clair quand on essaie de parler, de dire si on parle avec cette casquette-là ou cette autre casquette, et autrement dit... moi, ça ne me choque pas que des scientifiques, à l'image du ministre de l'énergie de Barack Obama, s'engagent, mais c'est pas, du coup, on change de casquette, en fait. Simplement, le fait du parcours qu'on a eu avant peut nous éclairer derrière, mais encore une fois, moi, j'essaie bien de me dire, j'ai la casquette du chercheur, et c'est pas la même que la casquette quand je m'engage à faire un truc. Enfin, j'ai pu être dans des associations, dans des choses comme ça. On vient avec son parcours, on vient avec son vécu, mais là, on est dans la vie, et en particulier la vie du politique, c'est aussi de gérer l'incertitude, c'est de prendre des décisions, c'est de prendre des risques. Enfin, il y a une dimension, un certain nombre de dimensions, alors que le scientifique se doit aussi d'occuper le terrain de l'observation, de l'instrumentalisation des questions à charge et à décharge. Voilà. Donc, je pense qu'il y a cette différence de posture à bien comprendre. Anne, aussi un mot là-dessus, ou sur d'autres notions de pouvoir collectif, de choses comme ça? Oui, mais je pense qu'il faut faire de la politique autrement. Notamment en France, on a quand même un système politique très, très, très hiérarchique. Enfin, même dans les ministères, c'est toujours drôle parce que j'étais à un rendez-vous il n'y a pas longtemps, ils étaient peut-être 5 ou 6. Il n'y a qu'une personne qui parle, en fait. C'est la personne la plus gradée. Les autres, alors peut-être qu'il y a l'expert d'un sujet ou l'autre, mais
Et c'est vraiment un fonctionnement qu'on n'a pas nous en ONG, où c'est la personne qui sait, qui s'exprime et tout va bien, quoi. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'effectivement, il va falloir qu'on ait une manière de faire de la politique qui est différente. Et donc, ça veut dire qu'il faut à un moment donné, quand il y a un sujet compliqué, et par exemple là, sur la planification écologique, il y a des sujets compliqués. Les sujets compliqués, par exemple, c'est l'aviation. Qu'est-ce qu'on fait de l'aviation ? C'est des émissions de gaz à effet de serre qui augmentent. Il n'y a pas de solution technologique à court terme, et les solutions à moyen terme, elles font débat parce que faisabilité, est-ce qu'on utilise du bois pour faire du carbone, pour faire des e-fuels, enfin, il y a beaucoup de questions. Et donc, ça mériterait d'être posé en débat avec un éclairage scientifique au départ pour voir le cadre du débat, et qu'ensuite les différents acteurs, y compris les citoyens, puissent s'approprier ce cadre du débat et pouvoir avoir un débat à l'intérieur pour arriver à des solutions. Actuellement, ce débat, il n'est juste pas posé, donc voilà, on ne peut pas avancer. C'est le cas sur la biomasse, on en parlait à l'autre table ronde, il y avait ce sujet. Comment on utilise ou pas du bois pour faire de l'énergie ou du biogaz, ça crée beaucoup de polémiques. Et pour ça, il faudrait arriver à poser les choses avec un cadre scientifique au départ. Et ensuite, effectivement, il y a des intérêts divergents et il y a un débat, mais au moins qu'il y ait un cadre posé pour avoir ces débats et qu'ensuite le politique arrive pour arbitrer et conclure à la fin. Actuellement, malheureusement, il a plutôt tendance à prendre des décisions sans qu'il y ait eu cette place au débat. On va passer aux questions bientôt. Valérie, vous vouliez réagir ? Quand même. Oui, en fait, dans la question que vous aviez posée au début, j'entendais en fait un côté, oui, les décideurs du haut vers le bas, éclairés par la science, vont prendre des décisions courageuses, engager des transformations. En fait, ça se passe pas comme ça. En tout cas, les travaux des historiens sur toutes les transformations de société, ils montrent que ça se passe pas comme ça. En fait, c'est la société qui évolue. Il y a des innovations technologiques, il y a des changements de pratiques. Elle est parfois en avance par rapport à ce que les décideurs eux-mêmes perçoivent, notamment parce qu'il y a un biais aussi, je ne sais pas comment le dire élégamment, mais d'âge et de privilège parfois, qui est assez décalé par rapport à aussi une forme de bon sens qui est là, en fait, sur le terrain. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a un des enjeux qui est important, qui est le côté démocratisation de la science, c'est-à-dire la rendre accessible aux citoyens dans les territoires, à l'échelle des régions. Et on a quand même des fractures. On a des fractures dans les zones périurbaines ou rurales par rapport aux espaces d'échange au quotidien, par rapport à la confiance, en fait, qui se crée par ça. Et donc, je pense que ça c'est vraiment des réflexions à porter sur comment on arrive à mieux démocratiser, finalement, l'échange, la délibération, le rôle des scientifiques, comme c'était décrit, avec un pas de côté, etc. Et puis, dernière chose que je voulais souligner, l'importance de la liberté d'expression. Liberté d'expression académique, ça fait partie vraiment d'une particularité institutionnelle dans tous les pays pour les enseignants-chercheurs, les chercheurs, mais aussi, de mon point de vue, de la liberté de contestation. Parce que aller trop vite sur les études d'impact environnemental, avec un droit de l'environnement qui reste faible, c'est aussi le risque de prendre de mauvaises décisions quelque part. Et donc cette liberté de contestation, non violente, mais elle est importante dans la vie démocratique aussi, dans le contexte où on voit toujours des grands projets pensés il y a des décennies qui continuent à avancer et qui à un moment donné se retrouvent anachroniques. Et ça, c'est aussi un fait. Donc du coup, c'est une casquette qui est ambiguë. C'est une casquette qui est de soutien à la liberté de contestation. Ce n'est pas le rôle de scientifique. C'est le rôle de citoyen, mais qui essaie d'être en cohérence entre ce qu'on sait et entre ce qui devrait être fait et puis la réalité aussi des projets qui sont portés. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Et Lucille, un mot aussi, c'était ça ? Oui, moi je voudrais rappeler qu'il y a un certain nombre de scientifiques qui aujourd'hui appartiennent à une association qui s'appelle Scientists in Rebellion, qui est liée à Extinction Rebellion, et que donc il y a déjà un certain nombre de chercheurs qui ont abandonné et qui ont peut-être encore une troisième casquette, c'est-à-dire qui se situent en tout cas du côté de ce qu'on peut appeler les contre-pouvoirs. Et vous savez qu'en démocratie, il y a pouvoir et contre-pouvoir. Donc il me semble important de rappeler que si on veut que l'écologie advienne et si on veut lutter contre les dérèglements, il faut en démocratie envisager des contre-pouvoirs plus forts que ceux qui existent aujourd'hui en France. Cette question des contre-pouvoirs, elle est importante et elle rejoint... Il y a plusieurs choses sur les contre-pouvoirs. Il y a d'une part le fait qu'en démocratie,
les médias, c'est essentiel. J'aurais juste terminé ce que j'ai à dire. Les médias, c'est essentiel. Et on voit que les médias ont adopté il y a 2 ans déjà une charte qui fait que sur les questions écologiques, ils sont beaucoup plus présents et qu'ils essayent d'organiser des débats qui ne soient pas des polémiques. Que c'est d'autant plus important que la question des fake news, elle touche beaucoup les données scientifiques et que l'idée qu'au fond, une donnée scientifique, on peut la contester au nom de je ne sais pas quoi, mais en tout cas, on peut la contester, c'est un truc essentiel. Et sur la question de ce qu'on vient de dire sur les scientifiques au pouvoir, les faits scientifiques, ce sont les chercheurs qui les élaborent, qui les discutent, etc. Mais ils ne leur appartiennent pas. Ils nous appartiennent à nous qui sommes citoyens. Et donc c'est là que les sciences citoyennes interviennent, mais aussi la façon dont ils doivent être davantage relayés dans le débat public, y compris évidemment par ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans les contre-pouvoirs. Ça signifie, moi qui ai été élu, je peux vous dire une chose, c'est qu'à partir du moment où vous êtes élu, vous n'avez plus le temps de lire, vous n'avez plus le temps de penser, vous devez avoir un don d'ubiquité, c'est-à-dire vous devez être dans 4 endroits à la fois et avoir la capacité à flatter des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes opinions. Il faut évidemment faire changer le monde politique, c'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui les citoyens se réveillent et n'élisent plus les mêmes personnes. Donc qu'ils participent, qu'ils exercent leur vote, et ensuite qu'ils jugent. Ils ne jugent pas les élus sur leur capacité à tenir des promesses, ou plutôt à émettre des promesses non tenues, et qu'ils les élisent par rapport à leur capacité à élaborer sur les questions écologiques. D'une certaine manière, moi je considère qu'on devrait avoir des maires ingénieurs ou des gens qui nous disent qu'ils comprennent les questions des sciences de l'ingénieur face au dérèglement climatique. Je trouve que ces enjeux de recherche... Moi je suis pour le fait qu'un certain nombre de chercheurs s'engagent pour qu'on comprenne qu'ils seront de bons élus. Parce que sinon, on continuera à dire un bon élu, c'est quelqu'un qui apprend un petit peu de tout le monde, mais qui continuera à développer son don d'ubiquité, sa capacité à vouloir être réélu avant tout, alors que le sujet du bon élu écologiste, ou qui veut porter l'écologie, c'est le sujet de la personne qui est prête à renoncer à être réélue. C'est très, très, très idiot, c'est comme ça. Et du coup, la question du mandat et la question de l'articulation entre le court terme, le moyen terme, le structurel et le conjoncturel sera résolue différemment à partir du moment où les élus n'auront plus l'obsession d'être réélus. Bon, on a du travail. Merci à vous 4. Personne n'y croit. Si, mais justement. Merci beaucoup. Il y a peut-être des questions dans la salle. Je ne sais pas si vous pouvez les poser ou si vous voulez un micro. Micro, peut-être. Ouais, bon, ça va marcher. Quelqu'un veut prendre ça? On y a un peu répondu. En même temps... Moi, je peux dire un mot là-dessus. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous êtes effectivement lucide, que vous allez passer votre vie au temps du dérèglement climatique, que vous avez envie de faire en sorte que les scénarios ne soient pas à 4 degrés, mais plutôt, je ne sais pas, à 2 degrés, 2 degrés et demi. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'au sein de la jeunesse, on s'engage dans les partis politiques, ou qu'on porte des listes, ou qu'on ait envie d'être élu. Et donc toute la question, c'est au fond comment est-ce qu'on peut faire de la politique partout. Ça me semble être un point... il faut à la fois s'engager en politique, parce qu'il ne faut pas laisser les institutions à ceux qui sont climato-sceptiques, parce que ça existe, le climato-scepticisme, dans les institutions au sein des politiques, notamment le Rassemblement national, un certain nombre de personnes à droite qui sont prêts à renier tous les engagements écologiques pour être au pouvoir. Mais ça signifie aussi donc être capable au sein des entreprises, au sein des associations, dans les collectivités locales, au sein des ONG bien sûr, mais il y a un vrai sujet sur faire de la politique partout. Et ça, c'est un point important. Quand le réveil écologique, par exemple, le manifeste qui avait été porté en 2018, disait, au fond, on ne veut pas laisser notre vélo à la porte de l'entreprise, c'était une manière mentalement de dire on ne veut pas être une personne différente le temps qu'on passe à gagner sa vie et le temps qu'on passe à être... ce qui est au fond de l'ordre de la conviction. Donc le sujet, c'est plutôt comment est-ce qu'on organise un monde où la question des convictions aura plus d'importance dans les différentes institutions au sens large, y compris dans les grands groupes. On a parlé d'être acteur.
Moi, j'ai vu que l'année dernière, le terme éco-anxiété était rentré au Robert. Et c'est intéressant. Et puis que le CESE, qui est la 3e institution de la République, avait organisé un colloque là-dessus. Et on avait parlé dans son rapport annuel. On voit que ce qui est intéressant sur l'éco-anxiété, par exemple, c'est que ce n'est pas qualifié comme une sorte de dépression ou une maladie psychologique. C'est qualifié... D'abord, il y a un grand débat sur qu'est-ce que ça recouvre exactement. Et très souvent, ça donne lieu à l'envie d'agir. C'est-à-dire que toute la question, c'est au fond, face à la lucidité que vous avez avec les faits scientifiques, qu'est-ce que vous en tirez comme envie d'agir voilà, ouais. me semble-t-il. On passe à une question suivante ou Valérie, quelque chose à dire là-dessus? Oui, moi je voulais rebondir là-dessus. Alors d'abord, la première chose, c'est que la confiance dans la science, c'est pas forcément ce qui suffit. Parce que ce dont on parle, en fait, c'est comprendre le besoin de transformation profonde et arriver à les construire collectivement avec une ambition, une capacité à les mettre en œuvre et donc une capacité aussi d'engagement. Donc sur ce point-là, pour moi, il n'y a pas besoin que des jeunes. Il y a besoin de tout le monde. Et plus les gens ont des leviers d'action importants, quelque part, plus ils devraient porter cette charge mentale. Et donc, comment faire en sorte que les connaissances, les faits scientifiques, ce soit une base commune qu'on reconnaît et que ça structure finalement des coalitions, des alliances, en fait, entre générations pour pouvoir agir au mieux. C'est plutôt dans ce sens-là que je le vois. Et puis, le dernier volet, c'est attirer des talents, des jeunes, vers les métiers scientifiques et techniques. Parce que là, il y a un vrai défaut. Il y a un vrai défaut dans les formations technologiques, notamment des filles. Il y a un vrai défaut avec la réforme du lycée, en fait, de gens qui s'orientent après le bac vers ces filières où, en fait, il y a besoin aussi de gens pour faire avancer les connaissances et pour porter le déploiement, en fait, des solutions. On a vu là, ici, on voit bien, il y a pas mal de nouvelles solutions technologiques, mais il faut savoir les mettre en œuvre intelligemment dans le contexte adapté. Et donc, il y a cet enjeu-là aussi qui est extrêmement important. On va prendre une autre question et la main s'était levée ici. On va les entendre tout de suite là-dessus. Ok, révolutionner sur la société, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Aller sur les territoires, attraper les compétences, c'est quelque chose qu'on essaie de s'approprier de plus en plus. On parle maintenant de Living Lab. Avant, la science se pratiquait dans des laboratoires. C'était des lieux fermés. Et de plus en plus, dans un certain nombre d'activités, en particulier sur les activités et les questions de transition. L'idée, c'est d'aller sur les territoires, d'y aller avec des consortiums impliquant notamment les sciences sociales. Les sciences sociales, c'est cette capacité à aller observer. Pendant longtemps, les sciences sociales, c'était... si je veux caricaturer, on allait étudier les tribus en Amazonie, mais en fait, il y a vocation à aller sur les terrains chez nous et à s'approprier, à se comprendre les intelligences, les savoirs qui existent sur les terrains. Et donc, de plus en plus, la recherche, un certain nombre d'acteurs de la recherche veulent sortir des laboratoires pour aller sur le terrain. Voilà ce que j'ai envie de répondre à votre question. Valérie, peut-être. Oui, alors sur le côté, en fait, intégrer les multiples sources de connaissances, les savoirs autochtones, les connaissances des acteurs de terrain, ça se fait notamment donc à l'échelle locale, bien sûr, dans les villes, dans les territoires. Ça fait partie des choses qui peuvent nourrir les travaux des groupes régionaux d'experts climat, alors qui portent différents noms dans différents contextes, GIEC locaux, conseils climat locaux ou GREC dans de nombreuses régions. C'est vraiment là où ça joue au mieux. Ça fonctionne dans les deux sens. Par exemple, quand la ville de Paris dit moi je veux me préparer à qu'est-ce que ce serait Paris à 50 degrés, boum, il y a un questionnement qui revient vers les scientifiques et qui disent oui, mais dans le climat d'aujourd'hui, une vague de chaleur comme 2003, ça pourrait avoir 4 degrés de plus. Voilà, et donc du coup, c'est un dialogue dans les deux sens. À quoi je peux me préparer, comment je peux me préparer, qu'est-ce que je sais qui n'a pas fonctionné la dernière fois, comment faire en sorte que ça fonctionne mieux, etc.
Un des exemples, c'était ce qui avait été fait en région Aquitaine avec l'exercice à Climatera, en fait, qui a vraiment capitalisé sur voilà, les savoirs locaux dans tous les secteurs, et puis qui construit une communauté d'acteurs finalement engagés sur un territoire exposé à de multiples risques climatiques. Et donc pour moi, révolutionner la société, qu'est-ce que c'est ? C'est ne pas faire le business as usual, c'est vraiment infléchir les tendances récentes dans une optique de soutenabilité, avec le fait d'anticiper les aléas climatiques à l'avance, pour pas juste gérer crise après crise, mais se préparer mieux. Et on n'y est pas, en fait. On n'a pas encore la trame de référence pour l'adaptation. Vous êtes dans des entreprises, peut-être. La RSE d'entreprise, est-ce qu'elle regarde les risques physiques ? Pas tant que ça, en fait. C'est les actuaires au moment où on investit, les assureurs, mais c'est pas forcément pris à bras-le-corps. Ça commence. Voilà. La deuxième chose, c'est décarboner d'une manière extrêmement rapide. Donc quelque chose de beaucoup plus rapide cette décennie et la suivante que ce qu'on a fait précédemment. Donc ça, c'est une forme de révolution. Mais c'est aussi intégrer en fait les enjeux de solidarité. On voit bien la difficulté. Par exemple, le fonds mis en place à l'angle de la justice climatique à la COP28, son budget, 700 millions de dollars. Les États-Unis ont généreusement mis 17 millions. Quand même premier émetteur historique, enfin voilà. Sachant que les besoins estimés, c'est de l'ordre de 100 à 400 milliards juste pour les gens qui devront être accompagnés pour reconstruire post-catastrophe. Donc on voit les enjeux, et à tous les niveaux, en fait, de solidarité. Donc je pense que c'est un enjeu. Puis après, c'est des transitions de grands systèmes. Souvent, on met l'accent sur énergie, mais c'est aussi les systèmes urbains, c'est tout le système alimentaire, la gestion de l'eau, la gestion des terres. Zéro artificialisation, c'est une révolution dans notre contexte. C'est une gestion intégrée du trait de côte, on n'y est pas. On continue à augmenter l'exposition. Donc là, on commence à toucher du doigt les conséquences et ça va ne faire que s'approfondir. Et puis, là où c'est déjà engagé, je trouve, c'est les systèmes industriels. Efficacité en énergie, en matériaux, économie circulaire. On voit que les briques se construisent dans certains domaines un peu plus vite que d'autres. Autre question, oui. Est-ce que les COP régionales peuvent pas être un levier d'action justement contre ce réchauffement climatique et un débat justement où les scientifiques, tout le monde se réunit pour discuter des solutions contre le réchauffement climatique, comment on a déjà ces limites planétaires qui sont dépassées, comment on fait pour éviter que ce soit les neufs qui sont en catastrophe, si j'ose dire. Et je pense que ces COP régionales doivent être vraiment l'endroit où il y a un débat entre les citoyens, entre les scientifiques, entre les politiques et tout, pour justement discuter. Je crois que vous avez raison, il y a un certain consensus scientifique qui émerge pour dire que le problème est multiscalaire, c'est-à-dire qu'effectivement on a un problème global, mais en fait il se décline à différentes échelles et ça appelle effectivement à ce qu'il y ait des mouvements d'implication sur les questions climatiques, les questions énergétiques à différentes échelles. Et en fait, si on parle de révolution, il y a des révolutions qui sont en train de se produire. Et l'une des révolutions, c'est notamment que l'énergie, avant qui pouvait se produire de manière décentralisée, peut se produire de manière décentralisée. Les autres... Non ? Oui, pardon, merci. Oui. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a des leviers d'action qui maintenant se décentralisent et appellent effectivement qu'il y ait des nouveaux niveaux intermédiaires qui émergent de prise de participation et de prise de responsabilité. Ouais. Moi, je suis assez sceptique, en fait, parce que je pense que, par exemple, quand on discute aujourd'hui avec des personnes du secrétariat général à la planification écologique, ils disent que c'est formidable de faire des COP régionales. Il y a quelque temps, ils disaient que c'est formidable que l'État ait une culture générale de l'écologie. Le sujet, si vous voulez, c'est quand vous allez dans les régions. Moi, j'ai été élue régionale. Au fond, on a un système très présidentiel en France, et donc chacun est président. C'est-à-dire que vous avez des présidents de région. Et donc, c'est bien de faire à l'échelle régionale. Vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut que ce soit interscalaire, qu'il faut que ce soit à l'ensemble des échelles. Mais après, la décision, le système est totalement présidentiel. Donc, le sujet, c'est que va décider le président de la région ? Comment est-ce qu'il va travailler avec le président de la France ? Moi, j'observe qu'il y a deux présidents de région, plutôt de droite, Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand, qui récemment ont tenu des propos sur l'écologie qui sont délirants. C'est-à-dire que Laurent Wauquiez a quand même dit « je ne vais pas respecter la loi à cause de zéro artificialisation nette des sols ». Et Xavier Bertrand a dit s'il y a des inondations dans le Pas-de-Calais, ça n'a absolument rien à voir avec l'artificialisation des sols. Donc après, c'est bien de faire des COP à l'échelle régionale, c'est bien de bouger par rapport au national, mais il y a un sujet de qui décide. Et du coup,
les citoyens, si comme dans la Convention citoyenne pour le climat, il se passe quelque chose et qu'ensuite il se passe l'inverse quand on décide, de la même manière que quand la ville de Paris vote son budget, il y a eu Paris à 50 degrés, et puis il y a eu un budget Jeux Olympiques. Et ben moi, je trouve qu'il y en a marre de la dissonance cognitive. Voilà. Anne, avant Valérie. Oui, c'est vrai que c'est important qu'il y ait ce débat, pas seulement au niveau national, où finalement on est entre acteurs représentatifs, mais de tellement de gens et de strates que parfois on est sans doute aussi hors sol, et je m'inclus aussi là-dedans. Et donc de descendre au plus proche des territoires, c'est vraiment absolument indispensable. Et l'idée des COP régionales du SGPE, c'était de dire, voilà, on a fixé un plafond d'émissions. Donc je vais répondre sur l'enjeu climat, hein, il y a aussi des enjeux biodiversité autres, mais sur l'enjeu climat, c'est de dire, on a fixé un budget carbone, en gros, des émissions pour la France en 2030. Et on va essayer de voir comment ça se répartit dans les régions, parce que jusque-là, en fait, on avait, pour les acronymes, une SNBC, une BP au niveau national, et puis les régions faisaient leur SRADET, et on était incapable d'additionner pour voir si la somme des SRADET atteignait l'objectif national. Donc là, l'idée, c'est, on a un objectif national, on essaie de le découper par région. Donc, ils ont défini une répartition par région. Donc ça, c'est un peu descendant de dire c'est l'État qui a décidé, en Bretagne, ça sera tant, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est tant. Par contre, ils disent à chaque région, au sein de ce budget carbone par secteur, pour votre région, vous pouvez décider de réallouer entre secteurs ou entre leviers par secteur. Est-ce qu'on fait plus de transport collectif ou plus de véhicules électriques ou plus de je sais pas quoi. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ça ne prend pas beaucoup, d'une part parce que ça paraît descendant, d'autre part parce qu'il y avait des régions où il y avait déjà des COP, d'autre part parce que des régions où certains présidents de région ne sont pas très moteurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est au niveau des départements que c'est en train de se passer. Donc voilà, donc sur le principe, l'idée est plutôt bonne de travailler au niveau régional, voire infra. Dans la pratique, pour l'instant, ce qu'on observe dans les associations membres de notre réseau, c'est que ça ne fonctionne pas très bien dans la plupart des régions actuellement, en fait, sur les COP régionales. Malheureusement, il faudrait pourtant que ça le fasse. Et Valérie, un mot ? Oui, alors c'est un des points que le Haut Conseil Climat avait aussi souligné, le besoin d'une articulation entre la stratégie nationale puis sa déclinaison territoriale, régionale. Les régions jouent un rôle de chef de file en fait par rapport aux collectivités locales et un rôle important par exemple sur la planification pour les infrastructures, les transports, mais aussi la formation. Et dans certaines régions, ce qu'on voit, ce qui émerge, c'est une articulation de politiques en fait environnementales un peu au sens large et industrielles. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est aussi sur des enjeux d'emploi, de réindustrialisation, avec des contraintes, biomasse, eau, disponibilité en eau, et puis les briques d'économie circulaire. Donc on voit que là, il y a vraiment des enjeux importants à l'échelle des régions. Néanmoins, dans ce qui a été mis en place, c'était en gros des contrats de plan État-région sur la planification de la décarbonation essentiellement. On voit bien qu'en fait, ça n'intégrait pas, par exemple, les groupes régionaux d'experts climat, ce qui est dommage en fait. Là, ça aurait été une opportunité justement d'avoir ce regard scientifique finalement sur les particularités des territoires, la capacité peut-être à faire mieux et plus vite. Et puis ça n'avait pas le côté démocratique au sens peut-être convention citoyenne territoriale à côté. Voilà, donc je pense qu'il y a cette idée d'enclencher cette approche qui n'est pas complètement prise à bras-le-corps. Et puis en fait, dans la réalité, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se font, on va dire, collectivité avec collectivité, et pas seulement en France, mais en Europe, dans d'autres régions du monde, où finalement il y a des communautés d'acteurs qui font face à des défis un peu similaires, et du coup qui apprennent aussi les uns des autres. Et ce côté-là, il est intéressant. Et je pense que, par exemple, le prochain rapport du GIEC qui porte sur les villes et le changement climatique, donc qui commence à être préparé pour 2027, il portera aussi l'importance, la capacité à agir à l'échelle. Bon, les villes, ça peut être des grandes régions, selon les contextes, mais ce côté, vraiment, ce qui peut être fait spécifiquement à l'échelle des collectivités locales ou territoriales, et qui compte, en fait. Tout le monde n'a pas l'organisation française très hiérarchisée, et du coup, dans d'autres régions du monde, il y a plus de capacité d'expérimentation, d'innovation, et le retour d'expérience qui en est fait, qui est très inspirant. On prend une dernière question avant de. Après, vous pourrez dans tous les cas parler avec les intervenants qui sont là. Vous avez levé la main. Bonjour, merci beaucoup, c'est passionnant. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, en fait, c'est la convention citoyenne. On a pris 150 personnes qui ne connaissaient pas, disons rien en tout cas, qui ont été formées, qui sont arrivées à un consensus
ça me frappe. J'ai travaillé pendant des années en développement de projet. Le temps que j'ai pu passer simplement à discuter avec des maires, des conseils municipaux, simplement de notions élémentaires de puissance, d'énergie, de stockage, à débunker des quantités de préconceptions ou de fausses idées. Je me dis, a priori, il y avait une idée de mettre au moins un conseiller énergie dans chaque région. C'est une goutte d'eau, il en faudrait un dans chaque communauté d'agglo ou de communes. Mais je ne vois pas de volonté de l'État de valoriser la connaissance scientifique pour que les décideurs interscalaires, comme vous dites, soient déjà sensibilisés à la valeur de la connaissance pour ensuite relayer le bien commun. Et donc, je trouve que ce qu'on avait réussi à faire avec 150 personnes, on est en échec complet à des échelles supérieures, à faire naître une sensation de commun, qui fait que les gens, vous parliez de, on est encore à comprendre ce qui s'est passé en 2022 avec le Covid, mais en 2022, on était tous riches, pauvres, vieux, jeunes, on était tous confinés. On avait une sensation de commun qui pouvait peut-être nous dire que si nous on fait un effort, l'autre aussi. Et donc c'est juste. Là, on est des consommateurs depuis 70 ans, on ne voit que la consommation et on a la suspicion native que si nous on fait un effort, c'est que l'autre en profitera dans notre dos et qu'on se fait avoir. Donc je pense que là, il y a vraiment la notion de commun, elle est essentielle et pas assez mise en valeur. Comme dirait Orelsan, chacun pour sa petite équipe. Et on a toujours la suspicion. Et si on n'a pas le commun, du coup, on va être dans le doute et le déni de tout ce qui ne va pas dans notre sens. Et donc, je ne vais pas être capable d'entendre votre message parce qu'il va contre mes croyances, les choses qui sont dans la petite bulle. Et enfin, je voudrais juste dire une dernière chose. À mon avis, et il y a un rôle de la science avec ça, et ça rejoint peut-être Alain Damasio quand il disait dans une publication en 2019, révolutionner ou refonder nos imaginaires. C'est-à-dire que la science, pour moi, elle doit faire elle doit donner un futur qui est enviable, qui est souhaitable. Or, souvent, on voit que vous êtes lanceur d'alerte, et c'est précieux, il le faut évidemment, mais les gens, on va leur dire, on va vous enlever ça, mais je ne suis pas certain que la plupart se projettent ailleurs que dans ce qu'ils connaissent déjà et donc se sentent menacés existentiellement. Et donc, à mon avis, vous devriez aussi contribuer à dire, alors, on pourrait imaginer un autre monde, quoi. Un autre monde est possible. Beaucoup de choses. Valérie, ouais. Alors en fait, moi, un des exercices que mes collègues japonais m'avaient décrit, c'est le fait de prendre des élus, une collectivité, ville, et non pas de leur faire jouer leur rôle actuel, parce que quand on part de l'actuel et qu'on veut bouger, forcément, les rapports de force sont là, l'aversion au changement, le sentiment d'être perdant, etc., ils sont là, et les élus reflètent cette incertitude dans la société. Mais faire jouer le rôle de leurs descendants, y compris avec une mise en scène, vous voyez. Donc on n'est pas... on est dans la même ville ou la même région, mais on joue le rôle de nos petits-enfants. Et on décide ensemble de là où on voudrait atterrir ensemble. Comment on se voit vivre, quelle artificialisation aura lieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, qu'est-ce qu'on aura protégé, transmis, y compris le patrimoine culturel, le patrimoine historique. On se décentre. Et du coup, c'est un peu comme l'exercice de la Convention citoyenne. On se décentre de la vie quotidienne, on prend un autre regard. La société confie à la Convention citoyenne ce rôle où ils n'étaient pas là pour défendre leur propre intérêt, mais ils étaient là pour aussi réfléchir à l'intérêt général. Donc il y a aussi ce côté de décentrage, hein. Ce n'était pas dans leur commune ce qui va être fait demain, ce n'était pas le même exercice. Et du coup, ça permet aussi de construire une vision partagée de ce vers quoi on voudrait aller. Et ça, c'est intéressant. Mais ça a plus de sens à l'échelle territoriale qu'à l'échelle nationale. Par exemple, c'est plus difficile, c'est plus hors sol. Peut-être une petite contribution par rapport à ça, d'ordre scientifique. Dans mon parcours interdisciplinaire, j'ai compris qu'il y avait des sciences qui étaient plutôt dans la proposition de solutions, les sciences de l'ingénierie, et puis il y a des sciences comme les sciences sociales qui sont plutôt dans le fait d'aider à penser le problème. En fait, hein. Et l'une des premières choses qu'il faut arriver à faire, c'est arriver à penser le problème, en fait, à le formuler. Hein. C'est-à-dire avant d'arriver à proposer des solutions, il y a tout un travail et qui doit donc être fait de manière de plus en plus collaborative, d'aider à penser le problème. Et ça, typiquement, si vous faites une formation qui est un peu interdisciplinaire, qui est en interface avec les sciences sociales, ce qu'apportent ces sciences-là, c'est la capacité à penser le problème, en fait, à le penser dans toutes ses tensions, dans toutes ses dimensions, à le formuler, à le reformuler, puisqu'en fait, la formulation du problème est un mécanisme très important. Voilà, ce que m'inspire.
Oui, moi, vous avez évoqué Alain Damasio. Moi, j'ai créé avec des écrivains il y a 7 ans un prix du roman d'écologie, et Alain Damasio était venu. Et ce qui est absolument passionnant, c'est qu'effectivement, il nous aide à penser les communs, mais aussi en y associant ces histoires hors des vents, etc. Et je voulais dire une chose par rapport aux imaginaires, c'est que depuis 7 ans, on constate que monte dans l'aspiration de ce romanesque écologique la question de l'eau. C'est pas seulement politique, ça monte vraiment là-dedans. Il y a la question qui est le contre-récit, qui est celui du feu. Il y a une obsession sur le feu, ces méga incendies, ces monsters, comme ça s'est passé en Australie. Et puis la forêt est ultra présente, comme si, d'une certaine manière, quand nous sommes en train de lire, quand nous sommes en train de créer, nous avions déjà des communs, mais comme si nous avions du mal à passer de ces imaginaires autour des communs qui existent à quelque chose qui soit dans l'organisation économique et sociale. Merci. Anne, peut-être un petit mot sur le commun. Juste, oui, face aux crises que nous vivons et qui s'approchent, qui vont être effectivement encore plus rudes, soit on agit tous ensemble en solidarité et donc avec cette vision du commun, soit ça va être effectivement la montée du chacun pour soi et des conflits encore plus importants. Donc cette question du commun, elle est complètement centrale, effectivement. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à l'embarquer et montrer cet imaginaire, effectivement, qui puisse embarquer. Et voilà, il y a aussi le rôle des politiques qui devraient amener à montrer ce cap. Et pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. Vous n'aurez pas le mot de la fin, Anne, je crois, parce que Valérie voulait encore dire quelque chose. Ouais, tout à l'heure, on parlait des émotions. Et les émotions qui relient, c'est aussi la fierté d'avoir réussi des choses. Et je pense que ça, on ne l'utilise pas assez. C'est-à-dire se dire, voilà, qu'est-ce qu'on a réussi à faire ? Il y a toujours le verre à moitié vide, à moitié plein, mais on peut regarder ce qui a déjà été acté, ce qui peut faire la particularité d'une action qui intègre aussi sobriété, technologie et l'attachement en fait à la nature, hein, qui est très fort. Et en jouant sur ça, et la fierté de ce qui a été fait, c'est aussi un levier d'action important, parce que personne n'a envie de trahir ça, quelque part, dans le pacte social. Et je trouve qu'on ne joue pas assez sur ce côté-là, dans la dimension en fait, de valeur et d'émotion. Eh bien, merci à tous. C'est intéressant.